Bonjour, bienvenue à Pas sorti du bois, ici Sarah Baribeau. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et depuis que je vous ai partagé ma recette de café avec la poudre protéinée NAC, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour me partager vos recettes, ce que vous faites avec les produits NAC, puis j'ai le goût de lancer quelque chose. Une fois de temps en temps, je vais utiliser la Minute NAC pour partager les recettes que vous m'envoyez. Puis je commence ça aujourd'hui parce qu'il y a Nathalie Vachon qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle, sa recette de lait au chocolat chaud NAC est exceptionnelle. On parle de lait de soya qui est chauffé dans une grande tasse, poudre de cacao bio, une scoop de poudre NAC, mais la saveur vanille est important. C'est la recette de Nathalie. Moi, qui suis-je pour la changer puis vous dire d'essayer autre chose? On évoque la vanille. On brasse avec le fouet direct dans la tasse pour une belle mousse créma. Écoutez, je le lis, j'ai le goût de l'essayer. Nathalie, merci beaucoup de nous avoir partagé ta recette. Ça m'a envie d'être la poudre protéinée NAC à la vanille que j'adore. Essayez ça. Puis les gens qui écoutez, envoyez-moi vos recettes. Si vous avez trouvé des manières originales d'utiliser les produits NAC, je veux le savoir, puis ça se peut que je partage ça dans la Minute NAC. Donc, n'oubliez pas, sur votre premier achat, NAC vous offre 15% de rabais aux auditeurs de Pas sorti du bois avec le code promo PASSORTIDUBOIS. Ça se passe sur le nacbar.com. Puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 137e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sarah Baribeau. Comment ça va, Sarah? Ça va bien, et toi? Ben, très bien, merci beaucoup d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, pas trop intimidant, là, on en parlait avant, le micro, la caméra. Un petit peu, là, mais... Le but, c'est que dans 2 minutes, tu te rappelleras plus que c'est là. Écoute, t'es coureuse, t'es kinésiologue, t'es entrepreneur, t'es maman, t'es probablement plein d'autres choses aussi. Je sens qu'on a plusieurs angles sur lesquels on va pouvoir jaser aujourd'hui de plein de choses, mais je suis vraiment content que tu sois là. Merci de t'être déplacé, puis merci de venir à Pas sorti du bois. J'avoue, c'était comme un petit rêve. Ah! En fait, je me rappelle que je pense qu'on s'est mis à se parler pour enregistrer, parce que suite à un épisode que j'avais fait, tu m'avais écrit « Hey, j'aurais des points à ajouter là-dessus de par ton expertise et tout. » Puis je me suis dit « Ben regarde, non seulement tu pourras venir rectifier des faits ou tu pourras venir en jaser, mais on t'invite, on jase, puis on aura l'occasion de parler de plein de sujets. Mais je pense que c'était quand j'avais reçu Anne-Lise Rousset-Séguret qu'on avait parlé de course post-accouchement. Puis c'est un sujet qui est revenu quand même. Tu sais, j'avais fait l'épisode avec les 4 femmes. On avait fait avec Josiane aussi. Avec Josiane, on avait parlé. C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois. Puis c'est toujours intéressant d'avoir des expertises. Je pense que Josiane est impliquée aussi avec la clinique du coureur comme toi. T'as fait de la formation, t'as donné de la formation. T'étais à Chamonix, est-ce que j'ai bien compris? Ben, avec la clinique, en fait. Avec la clinique, c'est cette année. J'étais allée cette année, j'étais allée l'an dernier aussi. Fait que dans le fond, on est une équipe de filles. Puis la formation est quand même récente. Puis on a eu la chance là, de pouvoir aller donner la formation là-bas. Fait que c'est vraiment une belle chance. Vraiment, c'est une belle place pour donner une formation. Tout à fait. Aller faire un peu de dénivelé, là, c'était incroyable. Il y a un peu ça. En fait, là-bas, tu peux pas ne pas faire de dénivelé. Tu peux pas faire une sortie sur le plat, tu sais. Ça existe pas, non. Avant qu'on commence, Sarah, qu'est-ce que tu bois? Je suis sage, donc c'est un cactus kombucha, puis j'ai choisi la saveur rose framboise et c'est vraiment délicieux. Oui, c'est bon? Ouais. Moi, je suis allé avec une bière du Noctem, mais dans la même thématique rose, parce que comme tu peux voir, on est pas mal dans les mêmes couleurs. Ouais. Moi, c'est une suricate framboise, donc une Berliner Weiss, une bière du Noctem, qui est mon partenaire alcoolisé, donc on les remercie. Puis d'ailleurs, t'es le dernier épisode avant que je transfère le temps de 2 épisodes pour du Noctem en live là-bas. Oui. Donc, si vous écoutez l'épisode au complet, il reste peut-être quelques places à donner pour ma fête, exactement. Hein, t'es à l'affût, hein, t'écoutes les épisodes, t'es au courant. J'essaye. Mais c'est ça, je me garde pour ma fête. Je m'offre le Noctem pour ma fête, puis c'est toujours le fun aussi quand on est en présentiel, d'où le fait qu'on est assis ensemble. On va pouvoir jaser de courses, d'entrepreneuriat, de trail, de vie de famille, de tout ça. Là où ça ira. On n'a pas de scénario, on part puis on verra. Mais j'ai le goût qu'on vienne quand même au début, avant d'embarquer dans le côté entrepreneur avec Bougeotte et Placotine. J'aimerais ça qu'on parle de Sarah la coureuse parce que tu as un long pédigré de sport. Puis j'aimerais ça qu'on plonge là-dedans puis que tu m'expliques comment c'est venu puis comment on en est venu jusqu'à faire des ultras. Ben, en fait, moi, je viens d'une... Tu sais, autant, là, tu le vois, je suis pas très grande, mais je viens d'une famille de joueurs de basket. Mon père, il a joué dans le Rouge et Or au basket du haut de ses 135 livres, 5 et 6 et 3 quarts, qu'il dit.
Et mon frère, il a aussi joué dans le Rouge et Or. Fait que moi, je suis vraiment née dans le basket. Puis, tu sais, je suis une personne qui est passionnée. Donc là, je suis embarquée dans le basket. J'ai suivi mon père. Il a joué longtemps, tu sais, même tu sais, dans les ligues de garage et tout ça. Puis, j'ai toujours aimé l'entraînement. Okay. Fait que même les off-season, l'été, quand c'est le temps de courir, faire l'équipe du Québec, nous donnait un plan d'entraînement, ben moi, je faisais le double de ce qui était écrit sur le plan d'entraînement parce que j'aimais ça, le challenge, puis me dépasser. Ouais. Tu sais, je rêvais très grand, puis j'ai continué jusqu'à collégial 3A. OK. Puis, je pense que là, j'avais atteint mon plein potentiel au basket. Vraiment, c'est comme si je sentais que j'allais pas jouer universitaire. En fait, les équipes où j'étais recrutée m'intéressaient plus ou moins. Okay. J'étais petite. Là, rendu là, des filles dans mon équipe, là, c'était 6 pieds. Ouais, c'est ça. Une bonne différence. Puis comme des 60 livres de plus que moi. Puis ce que j'ai toujours aimé, c'est le dépassement de soi dans le sport. C'est vraiment ça qui, dans toutes les sphères de ma vie, en fait. C'est vraiment ça qui m'habite. Donc là, j'avais comme commencé à m'entraîner avec le Rouge et Or en triathlon. J'allais nager avec eux autres le matin. Puis le triathlon, il y avait quelque chose qui m'inspirait parce que dans le temps, là, il y avait Simon Wilfield qui était aux Olympiques. Puis je trouvais ça fou comment ces athlètes-là pouvaient se dépasser. Puis le mindset qu'ils devaient avoir. Puis moi, c'est comme si j'étais intriguée par ça. Okay. Et j'ai décidé d'aller étudier à l'Université de Sherbrooke. Et il n'y avait pas de basket, puis c'était bien correct parce que là, je voulais faire d'autres choses. Fait que je suis allée pour le triathlon, puis finalement, le premier matin où il a fallu que je me lève à 5h15, c'est comme si j'ai fait... Et là, ça fait comme 12 ans que je joue au basket, que j'ai comme 4 entraînements par semaine, puis j'ai dit non, je suis pas prête. Okay. Fait que, bon, je faisais du vélo, je faisais les maîtres nageurs. Puis, j'ai fait un accident de vélo, je me suis cassé le bras, puis il y a une fille que j'avais rencontrée en athlétisme. Je faisais un petit peu d'athlétisme quand j'étais au secondaire. Là, tu sais, nous autres, on faisait soccer l'automne, basket l'hiver, athlétisme au printemps. D'où l'horaire tu disais tantôt, le 12 ans d'entraînement rigoureux, pas de pause. Non. Puis j'aimais ça, tu sais, mais là, on dirait que j'avais besoin de prendre un peu de recul. Puis, je me suis cassé le bras. Bref, fait que là, comme à la fête du travail, je pouvais pas aller faire mes maîtres nageurs. Tu sais, moi, c'était dans mon horaire, 3 midis semaine. Fait qu'il y a une fille que j'avais vue en athlétisme dans le temps, elle était dans le Rouge et Or, puis elle avait dit « Sarah, je pense que tu devrais venir faire du demi-fond. » OK. Là, moi, c'était comme un rêve, là. Tu sais, parce que les athlètes, les sprinteurs, les demi-fondeurs, moi, je trouvais ça beau, là, tu sais, comme sport, puis je voulais ça. Donc, ça m'a tout pris mon petit change. Fait qu'elle m'a dit, tu sais, Sarah, présente-toi à cet entraînement-là. Au début, la saison de cross-country était commencée, fait que c'est les premiers entraînements de piste à l'intérieur. Puis là, c'était après que j'ai pu mes tiges dans le bras, là. C'est ça. T'attends un petit peu. Je courais quand même avec mes tiges, mais là, pour l'athlétisme, j'ai entendu. Puis, j'étais dans le vestiaire, j'osais pas y aller, puis Crime, elle m'a ramassée. Elle dit, non, viens-t'en. Et là, j'ai commencé et j'ai rencontré JP Morancy. En tout cas, s'il y en a des vieux de la vieille qui écoutent. Donc, JP qui était notre coach dans le temps, puis j'ai été accueillie, là, comme à bras ouverts. Viens-t'en. Là, toi, t'as une shape de demi-fondeur. Et là, quand je suis allée, comme ils m'ont présenté à l'équipe, j'ai fait, tout le monde a ma shape. C'est pas comme au basket, non, là. C'est ça. Là, tu te reconnaissais. Tout le monde a ma shape, tu sais. Puis là, c'était vraiment un bel addon parce que l'équipe de filles, on était... ça, c'est écoute, les filles. Tu sais, on commençait toute la course. Ouais. On n'était pas des championnes, mais Colin qu'on voulait. On aimait ça, l'entraînement, puis la discipline, puis on se faisait vraiment du fun. Puis l'équipe de gars était super forte. Ils arrivaient avec comme tous leurs coachs extérieurs. C'est le temps d'Alex Genet. Tu sais, t'allais Steeplechase aux Olympiques, en tout cas. OK. C'était fort, là, vraiment. Ouais. Puis François Ménard, tu sais, c'était vraiment comme des bonnes équipes. Mais bref, j'ai découvert vraiment une belle gang en athlétisme, puis j'ai juste continué à faire de l'athlétisme, mais surtout le cross-country. Puis le cross-country, moi, ça a été vraiment là mon déclic. Fait que là, je m'en viens, là, tranquillement vers la traîne. On vient de passer du vieille, basketball, là. Mais là, on est rendu la course, le demi-fond, le cross-country. Ouais, donc j'ai embarqué finalement dans les équipes de cross-country, puis ma force, c'était... Moins il faisait beau, meilleur j'étais. Okay. Tu sais, ce défi-là mental, on dirait que ça m'a toujours challengée, j'ai toujours aimé ça. Fait que j'ai fait mes années de cross-country, puis dans la première année, j'ai rencontré mon chum, qui est mon mari puis le père de mes enfants aujourd'hui, puis dans le fond, lui, il avait pas terminé ses études, fait que j'ai décidé de continuer à la maîtrise. Fait que tu sais, j'ai toutes fait mes années finalement, pas toutes, là, mais tu sais, j'ai fait comme 3 ans de cross-country, mettons. Ouais. J'ai vraiment trippé au niveau du cross-country. On a fini, sur la fin des années universitaires,
j'avais un ami qui s'appelle Jeff Gosselin. Puis encore une fois, s'il y a des vieux de la vieille ici, Jeff, c'est un de nos premiers bons coureurs de trail. Ouais, quand tu regardes les premières courses dans les premiers balbutiements, quand le trail est arrivé, fin des années 2000, le passage vers 2010, il gagnait beaucoup de courses. C'est un nom qu'on voit beaucoup là, quand on recherche un peu. Oui. Fait que Jeff, là, on a commencé, on était dans les débuts de la trail, là, nous autres. Fait que, tu sais, notre première course de trail... On partait, avec un autre ami, on est allé faire les trails du Mont-Saint-Bruno, là. Tu sais, c'était pas bien de la trail, là, cette affaire-là, tu sais. Mais ça nous intéressait, on faisait ça. Jeff, lui, faisait plein de défis pas possibles, là. Dans ce temps-là, il faisait des Ironman, puis, tu sais, tout ça, mais il nous embarquait. Puis, tu sais, moi, j'ai fait le premier circuit régional de course en sentier, ça s'appelait de même. Ah ouais. On parle de quelle année, là? Là, ça, c'était après ma première fille, elle avait 6 mois, là. Fait que j'étais en 2011. OK. Ouais, en 2011. Ça a été mes premières courses officielles en sentier. J'ai fait les premières éditions de la course de Jean, là, dans Port-Neuf. Le 10 km avec Isa Dumais. On s'était perdu dans le bois, en tout cas. Ça a commencé vraiment comme ça, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur. Okay. Puis ce coup de cœur-là, je vais revenir encore plus loin. Moi, quand j'avais 15 ans, j'avais fait une expédition de 39 jours canot camping dans le bois, puis là, j'avais pogné de quoi. Ouais. C'est comme... notre tente qui tenait avec des paddles, puis on traînait notre stock, puis on s'est lavé 2 fois. En fait, on se lavait pas parce qu'on a tiré un moustique. Ouais. Tu sais, ce défi de... Le côté aventure, être dans le bois. Oui, puis le dépassement, tu sais, mental, ça m'a vraiment attiré. Puis là, ben c'est ça, fait que ça a commencé là. Puis là, ben à travers l'entrepreneuriat, des grossesses et tout ça, j'ai juste comme continué à me donner des défis entre elles. Puis c'est devenu plus comme un mode de vie que d'autres choses. Ouais. Est-ce que, tu sais, la transition du cross-country à les trails où tu disais tantôt Mont-Saint-Bruno que c'est pas vraiment des trails, mais que dans le temps, on pensait que c'était des trails. Il y a tout un moment où, on est dans un genre de parc linéaire où, tu sais, à Québec, on a la rivière Saint-Charles. Ouais. Première fois que les gens racontent, j'étais à la rivière Saint-Charles, j'ai découvert le trail, puis tu te rends compte, c'est pas tant du trail, mais on est dans le bois. C'est comme une transition lente avant d'arriver dans de quoi de plus technique. Te rappelles-tu la première fois que tu courais dans un vrai sentier? Ben, je pense que c'est la course de Jean dans Transvallée, la Transvallée, le 10 km. Je pense qu'il y avait plus, là, on courait. Puis c'est ça, on s'était perdu, puis j'étais fatiguée. Je me rappelle parce que là, ma première, elle avait 9 mois. Puis Isa m'avait comme fait une morale, tu sais. Elle était là, Sarah, là, faut que tu te reposes plus que ça. Puis j'avais dit, je me rappelle, Jean, il m'avait collé dans l'autobus parce que j'étais en retard parce que j'allaitais. Ma première avant de rentrer dans l'autobus, tu sais. Puis je suis comme, hey, c'est beau, là, tu sais, je veux dire, comme fous-moi la paix. Mais ça, je pense, ça a été ma première vraie expérience de course en sentier. Ouais. Wow. Transvallée, c'est connu pour être très technique, être brutal, une course qui est difficile. Une des premières courses de trail, il y avait aussi dans le coin de comment ça s'appelait, donc le X-Trail et tout ça qui se faisait plus. J'ai tout fait. Je les ai fait, eux autres, parce que moi, j'étudiais à Sherbrooke. Fait que les X-Trail, j'en ai fait pas mal, là, les 10 km. Puis ça, j'adorais ça. Ouais. Parce que moi, j'adore monter, descendre. Moi, j'aime vraiment les courses de dénivelé. Tu sais, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, j'étais vraiment gâtée. Ouais. Parce que l'Offord, tu montes la montagne, tu descends. C'était ça, le 10 km. Fait que ça, j'en ai fait pas mal. Je sais plus si c'était quand, là. Mais je pense que avant le bébé, après le bébé. L'année 2000, tournant 2010. Là, un peu dans le même coin. C'est ça. Dans le fond, j'ai eu ma première en 2011. Premières courses qui disent que c'est un peu les débuts. Il y a eu des choses avant, des raids avant ça, mais vraiment des courses purement trail. Avec Nicolas Taillefer. Ça a été mes premières courses. Puis en 2013... je l'ai faite, moi, la course, parce que j'entendais, je me rappelle plus, le monsieur qui avait fait le maximum de 100 miles. Là. Oui, Pierre Lequien. C'est ça qui a fait, là, la course à Saint-Donat, le 38 km dans la boîte, j'étais là. Ça, je pense que ça a marqué au fer rouge du monde. Non, parce mais que ça, ceux qui étaient là, ils étaient là. Je m'étais dit, avant d'avoir ma deuxième grossesse, je veux me lancer un défi. Tu sais, moi, je suis de même. Je suis comme, je veux revenir assez en forme. OK, j'étais assez en forme, c'est bon, je peux retomber enceinte. Okay. Et là, je m'étais dit, je pleurais à la fin. J'étais avec mon ami Jeff, puis je pleurais. 38 km, là, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait plus qu'un demi-marathon sur route. Ouais. Puis j'avais dit, OK, sérieux, ça, c'est vraiment plus tough qu'accoucher. Moi, j'ai accouché naturel, là, tu sais, fait que
Tu peux croire que ça faisait mal. Ah oui. On avait de la boîte jusqu'aux genoux. On faisait du ski alpin, genre dans un sentier, là, dans la boîte à slider. C'était... Mais c'est connu comme étant des courses. Saint-Donat, c'est Dan, là, j'oublie le nom de famille, mais qui est un pionnier de notre sport, qui maintenant est plus du tout là-dedans. Mais qui n'était pas coureur. Non, c'est ça. Mais On mangeait. Non. Ouais, c'est ça. Mais il était connu pour ses courses extrêmement difficiles à Saint-Donat. Puis je pense que, je me trompe pas, la lieutenant Dan à Bromont, qui est une montée hyper à pic, C'est son nom? est un peu en hommage à lui. Et le lieutenant Dan, bon, c'est dans Forrest Gump, mais je pense qu'il y a un lien avec tout ça. Écoute, il faudrait poser la question aux bonnes personnes qui étaient là au début de Bromont. Ça, c'était quelque chose. Ce personnage-là, cette personne-là, a marqué au fer rouge bien du monde et le trail au Québec aussi. Il a participé au début de tout ça, mais la réaction que tu as, c'est une réaction que j'ai entendue plusieurs fois par rapport aux courses organisées par ce gars-là. Ça m'a pas empêché de continuer. Dan Desrosiers, excuse-moi. Oui, c'est ça. Dan Puis, c'est ça, j'ai pu retomber enceinte. Là. Ouais. C'était fait, t'es prêt? C'est bon, là. Je vais prendre un break, je vais retomber enceinte. Ouais. Puis, dans ce développement-là de la course, toi qui augmente les distances, qui fait des affaires pas possibles à Saint-Donat, à quel moment tu t'es dit, OK, je suis prêt pour la prochaine étape? Puis là, j'ai vu que t'as fait UTHC, t'en as fait plusieurs, QMT, t'en as fait plusieurs, mais quand t'es passé dans le côté sombre, là, dans les ultras, quand ça dépasse le marathon, y a-tu un step? Là, tu dis le 38, ça faisait mal. C'est quand que t'as décidé de passer à la suite? Tu sais, moi, j'aime vraiment ça courir en trail. Puis moi, je l'ai vu, l'évolution du trail. Fait que nous, quand on a commencé, courir, tu sais. C'était pas structuré, tu sais, avec les bébés, l'entrepreneuriat, tu sais, il y avait quand même pas mal de stock dans la vie, tu sais. C'était comme un peu impossible de dire, je me concentre pour une préparation à une course. Fait que moi, je suis un peu naïve, puis je banalise beaucoup. OK. Mes amis le diraient, tu sais. Quand on a fait le Trans-Charlevoix, comme les filles, c'est comme une longue marche dans le bois, là. C'est comme, non, c'était pas ça. Mais est-ce que ça fait partie de ton processus de inconsciemment de te convaincre de j'ai pas peur. Que ce sera? J'ai pas peur. C'est comme si je me dis tout le temps, c'est quoi le pire qui peut arriver? Je marche. Mettons, le but, c'est que tu te blesses pas. Ouais. Mais après ça, c'est ton orgueil qu'il faut que tu gères. Tu sais, je suis capable là, de gérer mon orgueil. C'est tough des fois, mais fait que finalement, tu sais, moi, mes filles, là, ils ont 3 ans de différence. Okay. Fait que je me sens, tu sais, on progresse d'année en année. Puis, quand j'ai eu je pense que j'ai fait un 42 en 2 grossesses, je suis pas sûre. OK. Mais, tu sais, j'osais pas aller plus loin, je me rappelle, parce que je pense que j'avais fait le 42 d'Arcana, puis Élie Cochon m'avait dit, bon, ben, oh non, j'avais fait le 65, elle m'avait dit, bon, ben, t'augmentes, puis j'étais comme, non, Élie. Pas rendu, là, encore. C'est un step aussi. Oui, mais quand j'ai eu ma 3e, ben là, ce qui se passe, c'est que tu recommences pas, tu sais. Tu progresses d'année en année, puis ça, je l'ai senti. Ouais. Puis j'en parlais à mes amis aussi qui ont comme 3 enfants, puis tu vas voir, là, quand ton dernier bébé pogne le 3 ans, tu dis, crime, là, ça fait un bon 2 ans que je m'entraîne en continu. Ouais. Puis donc, c'est là que j'ai vu que je pouvais augmenter mes distances. Mais tu sais, j'ai fait 2 fois le 65, puis tu sais, je suis partie trop vite. En tout cas, je pourrais raconter des affaires, mais à un moment donné, j'étais première au 65, tu sais. Pendant, j'ai eu comme mon moment de gloire, là, il y a Marca qui me passe, puis là, tu sais, j'arrive au ravito, puis là, au ravito, ils sont comme « Comment t'es 2e et juste en avant? » Je suis comme « Non, je pense que vous comprenez pas, je reste ici 15 minutes, je pars du même trop vite. » J'ai pas d'affaires là, tu sais. Je suis un peu... je me lance, je pense pas, genre... C'est vos feelings. Ouais, c'est juste que je crampe, là. C'est comme mon plus gros ennemi. T'es parti fort. Mais là, maintenant que j'ai des capsules de sel, sérieux, ça a changé ma vie. Je suis devenue une pusher de capsules de sel. Il y a des gens qui pourraient témoigner, là, que je... avec ton manteau, t'ouvres carrément dans ma vie, j'ai des capsules de sel, tout le monde. C'est bon. Mais, fait que là, cette année, tu sais, ma dernière, elle a 5 ans quand même. Fait que là, je sens que je peux être plus constante dans mon entraînement. J'accumule, tu sais, le volume. J'essaie de pas me blesser, parce que sinon, c'est comme une grossesse, ça, faut que tu recommences. Puis, c'est le Trans-Charlevoix, tu sais, parce que j'ai eu 65, mais le Trans-Charlevoix, pour moi, ça a été vraiment comme ça, le step. Mais pour moi, dans ma tête, ça allait être plus facile parce que c'était divisé en 3. Ouais. Ça a-tu été le cas? Ben, là, je sais pas comparé à quoi. Là, je vais faire un 80 pour la première fois. Puis ça fait, tu vois, là, ça fait un petit peu plus peur. Ouais? Ouais. Parce que je pense que je suis tout le temps un peu sous-entraînée. Bromont. OK. Parce que je trouve que la vibe a l'air malade. Tu l'as jamais fait, Bromont? Non. Ça rend une belle vibe d'événement.
je suivais sur Instagram, puis tu sais, j'étais là, wow, tu sais, la communauté, un peu comme Arcana, là, j'ai l'impression la communauté est là. Exact. J'ai goût de vivre la vibe. Puis il y a un côté très... tu sais, c'est une course qui est urbaine, dans le sens où c'est une grosse slope de 80 km avec du dénivelé. Il n'y a pas un 80 km qui a du dénivelé de même au Québec. C'est pour ça que ça m'intéressait. Mais, t'aimes le up and down, tu sais, la montagne de Bromont, le centre de ski, on le monte 6 fois pendant la boucle de 80 km. Fait que 12 fois, si tu fais le 160, t'envoies du centre de ski. Mais je pense que le côté urbain de la course, c'est le fun aussi pour ça. Tu sais, Arcana, c'est le fun pour plein d'autres raisons. Mais t'es profond dans le bois, puis je veux dire, les ravitaux, c'est la seule vie que tu peux voir, à part les crapauds dans le sentier. Là, je veux dire, tu croises des rues un peu tout le temps, t'es sur des terrains privés, tu croises des locaux, les ravitaux sont rapprochés, le crew a accès à peu près à n'importe où, fait que tu peux voir ton crew n'importe où, versus, tu sais, tu fais le 125 Arcana, t'as 8 ravitaux, ton crew peut pas venir aux 8, là. Il peut venir à 2, je pense. Fait que ce côté urbain-là, il est le fun. Il est le fun, puis j'imagine que c'est un beau défi aussi, parce que quand t'es dans le fin fond du bois, t'es quand même juste focus sur toi. Ouais. Là, t'as beaucoup de distractions, puis c'est une bonne chose, tu sais. Puis il y a plusieurs distances, les gens se mêlent, mais au-delà de ça, l'aspect communautaire de la course aussi, tu sais, les gens sont tous là parce que, oui, ils veulent se dépasser eux-mêmes, mais ils se dépassent au profit d'une cause, ils donnent un sens à leur effort, à leur entraînement, parce qu'ils ont amassé de l'argent pour se rendre jusque-là. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de... C'est ça, de complet avec un événement comme ça. J'ai hâte de voir, c'est ça. J'ai hâte, là. Mais c'est ça, fait que finalement, on dirait que c'est venu juste... J'attendais, je pense, de voir que je pouvais augmenter un petit peu mon volume pour me préparer puis que ça allait pas défaire mon équilibre de vie. Parce que ça, tu sais, je pourrais en parler longtemps, mais tu sais, moi, je dis souvent, je veux pas avoir toutes les œufs dans le même panier. J'ai beaucoup de paniers, ils sont tous pleins. Mais il faut que tout le monde monte en même temps. Il y a une autre chose, c'est je veux pas faire une course puis me dire hey, là, je me suis assez entraînée, c'est mieux de bien aller. Faut que chaque entraînement soit le fun. Parce que moi, l'idée du sacrifice, là, j'embarque pas là-dedans. Tu sais, fait que je cours rarement seule. Parce que je veux du fun. C'est pour ça que je suis pas capable de tout écouter des podcasts. Ça va trop vite, tu sais. Je suis comme là, faut que je me mette à courir toute seule avec mes écouteurs. Mais, fait que, tu sais, ça c'était important. Fait que là, quand je voyais que, tu sais, mes filles vieillissaient, tu sais, un petit peu plus, ben là, je suis comme, OK, je suis capable de faire une course de plus, faire une sortie un petit peu plus longue. Tu sais, là, ce soir, ma grande garde ma petite. Hey, hein? C'est le fun, ça. Ça, c'est un changement. Un bout que t'arrives doit être le fun, ça, comme parent, quand t'as pu à trouver une gardienne. Que tu l'as dans la maison. Oui. Mais, tu sais, dans le fond, moi, je veux voir mes enfants. Tu sais, je suis comme pas prête à, tous les samedis matins, partir 5 heures de temps, courir dans le bois. Fait en fait, là, je te dirais qu'avant mes courses de trail, c'est une des premières étés que je m'entraînais vraiment dans le bois. Fait que je faisais pas pantoute de l'entraînement spécifique. Je m'inscrivais à une trail parce que j'aimais ça. C'était une excuse pour pouvoir y aller finalement courir dans le bois, tu sais. En même temps, il y a plein de monde qui s'entraîne à tous les niveaux pour de la trail sans beaucoup faire de trail. Tu sais, il y a une communauté de trail à Montréal qui est très, très forte, qui font tous les événements. Ils peuvent aller sur Mont-Royal, puis ils vont aller faire des longues une fois de temps en temps dans le beau autour, mais tu sais, il y en a plein des comme ça. Je veux dire, un certain Mathieu Blanchard, avant d'être proche des Alpes puis de voyager comme il voyage en ce moment, Mathieu, il a fini top 10 à l'UTMB ou à la CCC en s'entraînant à Montréal, un peu de Mont-Royal. Tu sais, il y a moyen... Ça dépend, là, on parle de Mathieu Blanchard, mais dans la communauté, il y a beaucoup de monde qui vont se gâter dans les trails en s'inscrivant à une course, mais après ça... si t'attends de faire 80 km dans le bois, puis... C'est à quoi ça se passera pas. Ben non, c'est ça. Tu disais tantôt, là, c'est la première fois que tu as comme un 5 ans consécutif d'entraînement. J'ai regardé les résultats. Je sais que tu fais ça pour le plaisir et tout, mais ça a quand même bien payé. C'était une belle saison avec une victoire au Trans-Charlevoix, victoire au Beluga Trail. Fait qu'il y a ça qui a payé. C'était une belle saison. Au-delà de ça, tu disais, il y a eu 3 enfants, donc 3 cycles d'entraînement où tu reviens, t'arrêtes, ou en tout cas, ça s'adapte, le volume doit diminuer un petit peu. Comment tu as vécu ça, ces 3 cycles-là de conciliation, de réussir à courir enceinte ou pas, ou reprendre la course? C'est quoi? C'est un peu ironique, mon affaire, parce que tu sais, j'entraîne les mamans pis tout ça, mais moi, là, enceinte, je pouvais pas courir. Ah ouais? Puis j'écoutais Josiane, puis j'étais comme jalouse un peu, tu sais. Non, j'étais inconfortable. Ouais. Moi, premier trimestre, vraiment, je suis malade, matin, soir, tu sais, puis j'étais un peu hyperactive, là, fait que j'étais fru. Ouais, ben non, je comprends. J'étais fru de pas être efficace comme d'habitude, tu sais, je suis quand même performante. Et
par la suite, c'est comme si courir, ça me faisait pas du tout. J'avais des douleurs ligamentaires et tout ça. Je faisais du ski de fond. OK. C'est comme, j'ai vraiment accouché dans les mêmes périodes tout le temps, au printemps. Fait que j'avais tout le temps les hivers pour faire du ski de fond. Puis j'étais vraiment pas... tu sais, j'étais contente, là. Moi et mon ami, on allait faire nos petits 8-10 km pendant que les filles étaient plus vieilles dans le Jackrabbit. Puis, tu sais, puis en postnatal... Contrairement à toutes mes clientes qui sont là à partir de 2 semaines, tout ça, ben moi, il faut que je travaille. Ouais. J'avais mon entreprise. Ah oui. Donc, je me faisais un peu le règlement de dire, quand mon bébé dort, je travaille. Mais il y en a que c'est pendant que bébé dort, je vais courir avec la poussette. Ouais. Fait que ça a été long, moi. Tu sais, je faisais mes exercices parce que je les connais, mais recourir, là, je recommençais tout le temps, mettons, à partir de 8 semaines, faire mon marche-course, tu sais, je m'écoutais et tout ça, mais j'amenais pas une intensité avant un 9-10 mois. Ouais. Souvent, je recommençais, dans le temps, on habitait à côté du coureur nordique, là. En fait, quand on est parti de Sherbrooke à Québec, on est déménagé à côté du coureur nordique pour aller s'entraîner avec Jimmy, tu sais. C'est comme dans nos priorités de choix. Fait que je recommençais avec Jimmy les mardis soirs et tout ça. Mais tu sais, je me mettais pas une pression. Pour moi, j'en ai vraiment besoin là, de courir puis de m'entraîner. C'est vraiment, tu sais, c'est pas un effort. J'aime ça. J'en ai besoin. Mon chum sait que j'en ai besoin. Tout le monde, mes enfants savent que j'en ai besoin. Fait que dans le fond, c'est ça, ces cycles-là, ça fait en sorte que j'ai quand même maintenu. J'ai toujours été active. Puis c'est ça, je me réentraînais ça pour un demi, un marathon ou un 38, pas possible. Puis après ça, bon, retomber enceinte. Puis, tu sais, il faut faire confiance au processus. Ouais. Je me suis pas mise de pression parce que honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Oui. Fait que, tu sais, si je m'étais dit, il faut que je suive une planif, en plus que faut que mon entreprise avance en même temps, mais moi, mon bébé, je fais des bébés pour m'en occuper aussi, là, tu sais, pas juste pour les caser. Fait que dans le fond, je pense que ça a été juste la constance qui m'a... Puis d'aimer ça, puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Le processus, il faut faire confiance. Les années qui s'accumulent, éviter les blessures. Puis, tu sais, on dit souvent, on l'entend de plein de monde, dont pas des experts, qui disent le corps a une mémoire. Tu sais, on va l'entendre parler des athlètes qui se blessent, puis ils arrêtent 1 an de temps, puis quand ils reprennent, au début, il faut qu'ils fassent un programme de fractionné de la clinique du coureur qui est difficile quand tu as fait des longues courses, des marathons, puis là, il faut que tu recommences à faire de l'alternance marche-course, mais la vitesse pour revenir à un niveau, c'est beaucoup plus vite que la première fois que tu commences et que tu n'as jamais couru de ta vie. Définitivement. Tu l'as senti toi aussi. Je trouve que ce qui est le fun dans ton histoire, tu es un bel exemple parce que tu es l'opposé des fois des histoires, des success stories qu'on entend de des filles qui ont réussi à courir super tard dans leur grossesse puis recommencer tôt. Puis tant mieux s'ils sont capables, mais c'est le fun d'entendre aussi que c'est correct aussi que ça revienne pas. Puis c'est correct de pas courir enceinte. Ben oui. Si ça marche pas, si tu le files pas, puis que tu as quand même réussi à revenir à chaque fois. T'sais. En fait, je nageais, tu sais... On n'est pas coulé dans le temps. Je pense que ça demande un peu d'assumer nos choix. Tu sais. Là, je sais pas si ça peut choquer, mais des fois, on peut pas tout avoir. Tu sais, à un moment donné. Puis c'est ça. Puis il y a de la chance, il y a de l'hérédité. Il y a plein de choses. À un moment donné, c'est deal with it. Là. Toutes des choses que je viens d'énumérer qu'on contrôle pas. On contrôle rien. Fait qu'il faut mieux s'adapter. Là, je dis ça, puis en même temps, j'étais tellement fru d'avoir mal au cœur tout le temps. J'avais de la misère à avoir de la résilience de ce côté-là, mais... Puis c'est de... Moi, c'est mon chum m'a tout le temps dit, tu sais, le long terme. Tu sais, il a toujours dit ça, le long terme. Puis c'est vraiment de faire confiance. Moi, j'ai toujours dit, petit train va loin, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Puis j'aime beaucoup de sport. Je suis peut-être chanceuse pour ça, mais tu sais, moi, nager ou faire du ski de fond, ça comble juste marcher en montagne. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'à travers tout ça, progression dans la course, la vie de famille, tu as lancé ton entreprise. À quel moment ça s'est fait dans Avant, en fait. Avant, OK. D'abord, moi, j'ai fait une maîtrise parce que mon chum, il avait encore des années. T'as rentabilisé ton temps. C'est ça. Puis j'avais des amis qui tombaient enceintes à ce moment-là. Puis on sortait d'un bac en kin, on n'avait pas eu l'information comment s'entraîner. Puis honnêtement, tu sais, depuis moi, je suis tout petite, je veux faire du sport et je veux être une mère. Tu sais, c'était vraiment, pour moi, ancré là, en moi. Au-delà d'avoir une carrière. Si j'avais pu être une athlète olympique, là, j'aurais aimé ça. Je suis frue comme mon père. Des fois, je suis comme, tu m'as pas mis dans le bon sport. Donc, je me suis dit, je suis allée à la maîtrise, puis drôlement, j'ai commencé sur le sujet de la prévention des blessures à la course à pied. OK.
J'ai réorienté parce que 2 amis du bac, quand t'étudies en kin, là, je fais tout le temps la joke, mais tu sors, t'as pas de job, fait que tu fais des bébés. Et là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, les filles. J'entendais dire, tu peux pas courir premier trimestre, le fœtus, il va tomber, puis tout ça. J'étais comme, ça se peut pas. J'étais fru, parce que j'étais comme, moi, je vais être une mère, puis je vais être en forme. Je veux savoir, je vais aller chercher mes propres réponses. Et j'ai orienté ma maîtrise sur le sujet, là, en fait, la prévention des blessures au dos durant la grossesse. Mais là, j'ai découvert un monde qui n'était pas divulgué, là, dans le fond. Une littérature qui existait, la littérature, recherche avait été faite. Tu sais, il y en avait pas des tonnes, mais il y en avait, tu sais. Et c'est là que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que, dans le fond, nos médecins le savent pas, puis ils le disent pas, puis que nos mamans le savent pas, puis qu'il y a plein de tabous encore. Donc, c'est là, en fait, qu'est venue l'idée de dire, moi, je veux répandre la bonne nouvelle, puis je veux offrir de l'entraînement fonctionnel pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans. Fait que de l'entraînement qui est adapté pour permettre à la femme de s'entraîner durant sa grossesse puis éviter des problématiques. Et en période postnatale, c'est là que j'ai créé mon cours à partir de 2 semaines postnatales pour savoir finalement qu'est-ce que je peux faire pour un peu réhabiliter mon corps. Puis moi, je m'étais inspirée d'en France parce qu'il y a des suivis quand tu accouches avec un kinésithérapeute. Payé par les assurances. C'est pas qu'est-ce qu'on fait, mais il y avait quand même des mamans informées sur ce qui se passait dans leur corps. Fait que c'était un petit peu venu durant ma grossesse. J'ai fait un cours d'accompagnante à la naissance, j'avais un suivi sage-femme, puis j'ai vraiment été comme passionnée du potentiel du corps de la femme. J'étais on le sait pas ça, tu sais. Mais crime, le corps est tellement bien fait, il faut juste qu'on l'accompagne. Puis je suis tombée enceinte. Dans le fond, là, on avait vraiment hâte d'avoir des bébés, là, nous autres, là. Fait que dans le fond, mon chum, il dit, je peux-tu finir mon bac, s'il te plaît? Bon, OK, c'est correct. Fait que je suis tombée enceinte, puis j'ai dit, on part à Québec, puis je vais partir mon entreprise à ce moment-là avec ma mère, comme embarquer dans le projet. Fait que mon chum, là, vraiment, bébé, 4 mois, on vend la maison à Sherbrooke, on avait une maison, 3 acres de terrain, une grange, un chien, tout. Puis il m'a suivi. On n'avait rien qui nous attendait à Québec à part ma famille, parce que je viens de Québec. Mais le but de venir à Québec était précisément pour partir l'entreprise. OK, pour partir l'entreprise. Oui. J'avais mon réseau. OK. Je savais que, tu sais, Québec, c'est comme le monde se connaît. Tu sais, je voulais quand même partir ça dans une grande ville. Tu sais, je voulais partir gros, là, quand même. Donc, on est arrivé. Bébé de 4 mois. Mon chum, vraiment chanceux, il y a eu une entrevue pour un poste, un remplacement de poste. Il l'a eu parce qu'on arrivait, on n'avait pas de job, rien. Puis là, j'ai fait mon plan d'affaires pendant mon congé de maternité. Puis quand ma fille, elle a eu 1 an, à peu près un petit peu plus tard, bougeotte ouvert. Fait que ça a été le début d'une folie. T'as rentabilisé ton année. Est-ce que ce côté-là, tu disais tantôt, tu voulais faire du sport, tu voulais être maman, là, t'as comme trouvé la job qui permet de joindre un peu les deux. C'est pas juste la course, c'est pas juste avoir des enfants, c'est tout ça ensemble, d'accompagner des mères dans des nouvelles mamans dans le retour post-natal et tout. Est-ce que toi, d'avoir été enceinte dans ce processus-là, d'avoir eu ta première fille dans ce processus-là, d'être en train de faire ton démarrage pendant que tu vis les premiers mois, est-ce que tu penses que ça a contribué à une sensibilité à qu'est-ce que... Tu sais, si je me pose la question comme nouvelle mère, il y en a plein d'autres qui se posent la question, on va le rajouter dans l'offre. Je te dirais que le moment le plus charnière, ça a été mon accouchement. OK. Moi, mon accouchement, ça a été comme une révélation, là. Moi, j'aime ça accoucher, mais comme j'aime faire des ultra-trails, tu sais, le dépassement de soi, faire confiance à son corps, l'environnement, contrôler ce qui est contrôlable, être vraiment connecté. Puis là, je me suis dit, on a donc bien comme une force qu'on sait pas. Puis à quel point on se met des limites. Tu sais, tout ça, c'est... Bon, il y en a peut-être me trouver intense, mais pour moi, ça a vraiment été ça. Puis c'est comme si l'entreprise, c'est une excuse pour pouvoir donner confiance aux femmes dans leur corps. Fait que ça a été beaucoup l'accouchement qui a fait... moi, il faut que je dise aux mères qu'elles peuvent arrêter d'avoir peur. C'est normal, là, qu'elles peur, mais qu'elles peuvent faire confiance à leur corps, puis on va les informer pour qu'elles puissent faire leur propre choix. Parce que sinon, tout autour de l'accouchement, tout autour de la grossesse, c'est des oui-dire. C'était ça, là. Tu sais, là, on se ramène en 2012. Ce que le médecin disait, pour vrai, ça a beaucoup changé. Parce que ce que le médecin disait aux femmes durant la grossesse, c'est si tu fais pas de sport, fais-en pas. Puis, tu sais, ne fais pas un nouveau sport. Puis, en postnatal, attends 4 à 6 semaines, puis reprends. C'était ça, là. Hein, je suis vieille, hein? Mais appliqué à tout le monde. On pense que c'est acquis, là, mais
pas du tout, là. Puis moi, quand j'ai ouvert l'entreprise, je suis allée présenter à des médecins, puis je suis allée cogner à des portes de physio aussi pour collaborer avec eux autres, puis pour informer, puis tasser des tabous, là. Il y en a eu, là, du travail qui a été fait, tu sais, en arrière de tout ça pour changer, en fait, le discours. Puis, tu sais, il est encore à changer, là, vraiment, parce que je rencontre des fois, j'ai rencontré des étudiants en gynéco, puis, tu sais, ça fait juste pas partie de leur cursus scolaire, en fait. Fait que là, il y a encore des mythes qui circulent. Mais définitivement, mon accouchement, mon expérience de mère, c'est sûr là, que ça a aidé à ma crédibilité aussi. Là. Puis, est-ce que tu sens que quand tu t'en vas cogner à des portes, quand tu veux faire changer les choses, tu arrives avec des nouvelles idées qui sont moins véhiculées? Sentais-tu, puisque je pense qu'aujourd'hui, ton nom, ton entreprise est connu, reconnu, les gens savent ce que c'est, mais la première fois que tu as cogné dans un bureau de médecin, la première fois que tu es allé un peu défoncer ces portes-là, t'as-tu senti qu'il y a eu des, tu sais, je veux dire... la résistance. D'où qu'elle sort, elle, puis c'est qui, puis... Je m'en foutais. Tu t'en foutais comme... Moi, je me suis déjà ramassée dans des bureaux de ministres parce qu'ils sont écœurés que je cogne à leur porte, là. Quand je dis que je suis naïve, là, tu sais... Naïve, mais fonceuse? Ben, c'est ça. Moi, tu sais, dans le fond, il arrivera ce qui arrivera, là. Je m'en fous. Puis, en étant kinésiologue aussi, je leur disais... Je parlais de leur langage. Puis, ils étaient capables, là, de me le dire aussi. Tu sais, ils sont capables de me le dire, des fois, les médecins, là. Hey, crime, on connaît pas ça, nous autres, le musculo-squelettique de la mère. Ouais. Tu sais, fait qu'ils étaient capables aussi de le dire. Fait que, tu sais, moi, souvent, quand je fais des présentations de médecins, je leur dis, on travaille tous dans le même sens. Ouais. Tu sais, on veut que la mère soit en santé, on veut que son bébé soit en santé, puis les recommandations, c'est de bouger, que tu aies, tu sais, à moins que tu aies une grossesse à risque, mais même là, si tu fais du diabète, de grossesse, peu importe, c'est de faire de l'activité physique 150 minutes minimum par semaine. Fait que, on veut ça. Puis on veut qu'en postnatal, on veut éviter la dépression postpartum, on veut que la maman soit bien dans son corps, on veut pas qu'elle ait des fuites urinaires pour le reste de sa vie, on veut pas qu'elle ait des descentes d'organes. Fait qu'on travaille tout le monde dans le même sens. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, ils peuvent pas vraiment résister. Ben, tant mieux. Finalement, mais il y en a que ça a été plus des limites du genre, vous êtes une entreprise privée, puis au public, on veut pas. Tu sais, il y en a eu quelques résidences comme ça, puis j'étais comme, ben, dites-moi au public si ça existe, le service. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, j'ai quand même eu plus de portes ouvertes que de fermées. Ouais, c'est encourageant. Le côté entrepreneur, est-ce que tu l'avais déjà? Est-ce que tu te voyais avant, éventuellement, partir de ta compagnie? C'est-tu quelque chose que tu avais en tête ou ça c'est... Des fois, il y a des gens qui racontent des histoires entrepreneuriales, puis c'est une série d'enchaînements, une série d'événements qui vont créer ça. Ils vont dire, ah, ben regarde, j'ai parti quelque chose, puis c'est arrivé. Toi, c'était-tu dans le plan que tu avais? Honnêtement, là, quand j'étais aux études en kin, à un moment donné, j'ai eu une remise en question, puis là, j'avais appliqué pour aller faire le bac en plein air. Puis là, je me disais, peut-être que je vais être une mère à maison. Mais je suis tellement devenue passionnée par mon sujet de maîtrise que finalement, le moyen le plus rapide pour arriver à mes fins, c'était de partir ma business. Fait que ça a été ça. Tu sais, souvent, je dis, je vendrai pas des bobettes. Tu sais, je suis pas comme... Je suis pas une entrepreneur, là. Tu sais, c'est ça. Mais j'ai des amis, là, qui ont parti sur mesure. Tu sais, les gars, ils cherchaient, là, qu'est-ce qu'on peut partir comme entreprise. Mais moi, c'était... Je veux changer le monde de la femme, tu sais. Fait que c'est comme, je vais partir mon entreprise, puis on va le faire. Fait que c'était juste un moyen le plus rapide. C'est le véhicule pour arriver à tes fins plus rapidement. Tu sais, exactement. Être entrepreneur, on le dit souvent, mais ça demande de la naïveté. Une belle naïveté qui a bien fonctionné. C'est ça. C'est quoi les plus gros défis auxquels tu as fait face comme entrepreneur? Et boy! Par où commencer? C'est pas pour rien que je fais des ultra-trails, là. Pour vrai. Mais honnêtement, ça développe la résistance au stress. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Autant l'entrepreneuriat que la trail, tu développes la résistance mentale au stress. Donc, ça a été, je dirais que, pas tant le plus gros, mais tu sais, le début de l'entrepreneuriat, t'es pas habitué de vivre autant de stress. T'es pas habitué d'avoir, mettons, une personne qui démissionne. Ou, plus tard, une personne qui ne se présente pas au travail. Tu sais, c'était... Mais, fait que peut-être que j'ai eu des plus grandes situations qui auraient pu être plus stressantes il y a moins longtemps, mais je les digère différemment. Ah oui. Au début, là, un rien... tu sais, m'envahissait. Envahissait toute ma vie. Ça t'affectait. Vraiment. Tu ramenais le travail chez vous mentalement. Tu avais une charge mentale avec ça. Là. Énormément. Ouais.
Fait que, tu sais, je pense que tu le sais pas. Tu le sais pas quand tu le fais pas. Puis quand tu pars en affaires, ben, t'as pas de processus écrit. T'as pas 12 000 employés. Tu fais tout. Tu sais, souvent, je raconte, tu sais, j'allaitais ma fille la nuit, ben, je prenais mon ordinateur, je me disais, yes, j'ai 2 heures devant moi pour pas être dérangée. Puis je prenais mes courriels en plein milieu de la nuit, tu sais. Mais tu t'en rends pas compte parce que t'es dedans. T'es passionné aussi par le truc, tu sais. Exactement. Fait que les plus gros défis entrepreneuriaux, c'est ça, sans dire une chose en particulier, je pense que tout au début semblait plus gros. Ouais. Puis à un moment donné, on se rend compte on développe notre tolérance au stress. Oui, c'est ça, hein? L'ultra-trail sert à ça, mais l'entrepreneuriat sert, je suppose, aussi à l'ultra-trail. Mais complètement, je trouve que c'est vraiment complémentaire. Faut que tu tasses tes peurs, faut que tu tasses tes limites, faut que tu passes par-dessus, ça demande de la résilience, faut que tu focuses sur le moment présent. Tu sais, il y a tellement de parallèles. Ce qui est le fun je trouve, de la trail, c'est que tu peux décortiquer, tu sais, crime, il y a une côte, là, c'est tough, ou je me suis fait dépasser, puis là, tu passes par-dessus, tu as réussi, petite victoire. Puis ça bâtit une confiance en soi qu'après ça, dans l'entrepreneuriat, quand tu as un conflit qui arrive ou quoi que ce soit, bien, tu as une confiance que je suis capable de passer par-dessus, finalement. Fait que je pense que ça se rejoint énormément, puis je pense que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font du sport aussi. Oui, on le voit beaucoup, tu sais, des chefs d'entreprise et tout, puis qui justement, qui ont un sport, une passion intense, qui sont aussi intenses dans un sport ou dans une passion XY qu'ils sont dans leur entreprise. Puis des fois, je pense que c'est des personnes qui, oui, sont passionnées, mais c'est parce que quand ils se dédient à quelque chose, ben ils se contentent pas de travailler pour une entreprise, ils partent l'entreprise. Ils se contentent pas de faire un peu de sport, ils en font intensément. Puis je pense que c'est un trait de personnalité qui revient aussi, qu'on voit souvent. Parlons plus de tout le côté science derrière, tout ce que tu nous parles depuis tantôt. C'est quoi les plus gros mythes que tu entends encore aujourd'hui? Tu parlais de 2011, bon, je pense qu'il y a des choses qui ont changé, mais je suppose qu'il y en a d'autres que encore en 2022-2023, tu entends des choses, tu te dis, mais je peux pas croire qu'on pense encore ça. As-tu des exemples qui te viennent de même? Ben, c'est drôle parce que je trouve que on est comme tombé l'autre bord. Tu sais, avant, c'était dangereux s'entraîner. Puis là, je trouve que des fois, on banalise. C'est comme si il y a une manière de bouger. Tu sais, je trouve que Josiane l'a vraiment bien expliqué aussi. Puis, dernièrement, ils ont fait une étude avec des athlètes olympiennes, des coureuses et tout ça, puis ils ont laissé s'entraîner, puis ils ont observé comment ils s'étaient entraînés durant la grossesse, puis ils ont vu que naturellement, elles diminuaient leur volume de course, leur intensité, puis faisaient plus de cross-training. Puis par la suite, elles recommençaient à peu près autour de... Tu sais, ils recommençaient tôt, puis autour de 3 mois, là, ils étaient proches de revenus au volume qu'ils faisaient avant. Puis la majorité avait amélioré leur performance. Puis, tu sais, souvent, ils faisaient plus que 150 minutes d'activité physique par semaine. Mais ça, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que c'est correct. Dans le fond, on dirait que les gens ont peur de trop s'entraîner, mais parfois, ils vont pas faire attention à des vrais risques. Fait que là, je vais essayer de démêler de ça. Il y a 2 choses qu'il faut considérer. Tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à la santé de la mère. Tu sais, son corps, son musculo-squelettique, ses abdominaux, son plancher pelvien. Tu sais, je veux m'assurer que son corps soit fonctionnel, puis qu'après ça, elle se sente forte, puis qu'elle n'a pas des problématiques en postnatal. Donc, on adapte son entraînement et tout ça. Mais il y a des situations où on veut pas mettre le bébé en danger. Quand tu t'entraînes chez Bouja, tu n'as pas de risque de mettre le bébé en danger. Parce que ce qui peut être dangereux, c'est souvent des impacts forts parce que le placenta pourrait décoller. Donc, dans les recommandations, ça reste des recommandations, mais tu sais, tout ce qui est sport de contact ou très haut risque de chute, par exemple. Mais la haute intensité, là, on n'a jamais vu finalement que ça aurait pu créer des fausses couches ou quoi que ce soit. Et la très haute intensité, ben c'est des athlètes olympiennes comme ils ont fait l'étude qui est capable d'atteindre ça longtemps. 90% de ta fréquence cardiaque maximale, là, maintenir ça pendant 10 minutes, je vais te dire, là. Pas la joggeuse du dimanche qui va faire ça. Donc, faut pas avoir peur de faire de l'intensité et tout ça, mais faut faire attention quand même de, tu sais, le ski alpin, le vélo de montagne, et ça reste des recommandations. Puis je me le fais, pour vrai, je reçois parfois des messages pour dire « Mais là, moi, là, je suis comme full bonne en ski. » Puis je lui dis « Tu comprends que moi, comme kinésiologue, là, je vais quand même informer c'est quoi les recommandations canadiennes d'activité physique durant la grossesse. Toi, tu décides si tu es à l'aise, là. Moi, je te jugerai pas. C'est ton corps, tu décides et tout ça. Mais c'est quand même ça, en fait, les recommandations. Là, maintenant, pour le corps, ce qui est le corps de la femme.
Encore une fois, je trouve qu'on banalise. Tu sais, il y a des choses qui peuvent être trop intenses par rapport à la capacité de nos muscles. Et c'est les mêmes principes que la clinique du coureur. Seuil de tolérance des tissus, bien, si tu surcharges, tu peux te blesser. C'est exactement la même chose, mais on sait que, mettons, ce qui est surchargé un petit peu durant la grossesse, puis surtout en postnatal, c'est le plancher pelvien puis les abdos. Donc, ça va être super important qu'il y ait une progression dans le retour au niveau de la musculation et des exercices. Fait que c'est pour ça qu'on ne court pas un marathon, parce que les muscles ne seront pas capables de tenir. Mettons, marathon en postnatal, mettons. Ils ne seront pas capables de tenir. Et c'est pour ça que la femme enceinte, qui a toujours couru, elle a des muscles qui sont adaptés, elle a une grossesse qui a été progressive, bien, ça se peut qu'elle se rende à faire son marathon à 40 semaines de grossesse parce que elle, ses tissus se sont adaptés finalement. Donc, je donne tout le temps l'exemple du CrossFit parce que le CrossFit, ça a été démontré scientifiquement qu'il y a des mouvements qui augmentent beaucoup la pression intra-abdominale. Là, c'est peut-être trop scientifique là, comme terme. Non, là. je suis. Il y a des mouvements avec quand on retient notre souffle, là. Ça augmente beaucoup la pression. Donc ça, c'est un gros stress pour nos muscles profonds. Il faut être sûr qu'ils soient rendus là puis qu'ils soient capables parce que là, ça pourrait endommager. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que j'essaie de démêler. Nous, avec la clinique du coureur, on essaie de dire, tu sais, la course à pied, fait de manière progressive. Il n'y a aucun problème. Écoutez-vous. C'est ça qu'on essaie souvent de dire, écoutez-vous. Mais c'est ça, là, il faut mélanger comme qu'est-ce qui est dangereux pour le bébé, puis qu'est-ce qui est dangereux, c'était, entre guillemets, pour mon plancher pelvien. Oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a deux éléments à surveiller, mais ça revient, j'ai l'impression, à s'écouter comme dans n'importe quoi. On en parle là précisément pour le cas d'une femme qui court enceinte, mais c'est de même pour n'importe qui d'autodidacte dans ce sport-là. C'est comme les blessures, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, si tu cours et à toutes les fois, tu as des fuites, là, dans le fond, ce que ça fait juste dire, c'est que tes muscles sont pas rendus là. Ouais. Ralentis. C'est la même chose. Si tu as tout le temps mal à la cheville, quand tu cours puis ta douleur, elle augmente, bien, c'est trop de millage pour ce que tu es capable de faire. Fait que c'est d'être son propre guide, mais c'est d'être au courant des vrais risques. Ouais. Puis, mais je pense que c'est toi qui avais dit dans le podcast, vu que tu en as déjà fait avant, c'est correct, tu sais, que si tu recommences, puis tout ça, mais c'est pour ça que j'avais écrit. Mais je me rappelle plus, c'est peut-être la course. Avec Annelise, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, mais dans les faits, n'importe quelle maman pourrait commencer à courir. Et même enceinte, tu sais, il n'y en a pas vraiment de problème. Puis tant qu'on le fait progressivement, puis en s'écoutant. Exactement. Regarde, tu vois, j'ai appris ça parce que ce que j'avais entendu, c'était ce que j'avais dit. Puis je pense qu'Annelise avait corroboré là-dedans aussi de dire, c'est logique sport de quand 0-0, peut-être qu'il y a un objectif de mi-marathon à tes 20 semaines de grossesse, c'est pas un bon objectif. Mais non, parce que la progression va être plus lente. Commencer à courir, c'est intéressant. C'est sûr, la progression va être plus lente parce que c'est nouveau pour le corps, c'est des nouveaux muscles, c'est des nouveaux tissus. Puis peut-être ça marchera pas non plus, mais c'est pas comme une contre-indication, finalement. OK, je comprends. Puis, tu sais, on est souvent aussi, je le dis, on est vraiment dans une société sédentaire. On n'est pas dans une... Là, nous, on est dans notre petite bulle, là. Oui. Mais on est vraiment dans une société de femmes enceintes qui ne s'entraînent pas suffisamment, puis, tu sais, de population qui ne s'entraînent pas. Donc, il faut encourager les gens, finalement, tu sais, à bouger. Mais c'est ça, on est encore avec plein de mythes, hein, tu sais, les autres générations, repose-toi, t'es enceinte et tout ça. Oui, repose-toi si t'es fatiguée, tu sais, mais décourage pas une maman qui veut être active durant sa grossesse, là. Elle va tellement en bénéficier mentalement, tu sais, psychologiquement, physiquement, son bébé aussi. Elle va récupérer plus vite de son accouchement. Ça va peut-être être plus facile son accouchement. Puis en postnatal, ça va aller plus rapidement aussi. Fait que c'est dans le fond, nous, notre travail comme kinésiologue en périnatalité, c'est de bien encadrer finalement. Fait qu'il y a un mandat de bien encadrer, d'accompagner, d'offrir des cours. J'ai l'impression qu'il y a aussi un grand mandat de sensibilisation puis de donner de l'information parce qu'il y a un manque clairement. Puis comme tu le dis, les femmes enceintes l'entendent beaucoup, les commentaires, puis tu sais, c'est ça, t'as les mythes qui ressortent, puis ce qu'on entend a aucun sens parfois. Puis ça remonte à plusieurs générations, mais c'est encore ancré dans la société, c'est encore là, puis tant mieux s'il y a des entreprises comme la tienne qui viennent un peu démystifier ça, puis s'il y a plus de monde qui sont au courant, ben ça se propage, puis tranquillement on peut défaire des mythes, parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui racontent des choses qui se sont faites dire. Je pense que c'est Josiane qui disait que les regards de jugement de gens qui la voyaient courir, je pense que c'est Josiane qui le racontait. Oui, elle faisait une course avec sa bedaine. Oui, je pense que c'est ça. Puis le monde, il y avait des commentaires par rapport à ça, puis des fois, c'est bon pour ça, c'est bon pour n'importe quelle situation dans la vie. Mêle-toi de tes affaires. Et c'est surtout que, mettons, chaque femme est unique. Oui. Tu sais, fait que probablement qu'ils ont chacune leur vérité. Ouais.
Fait que on peut pas dire être enceinte, donc tout le monde dans le même bateau non plus. Ouais. C'est comme, mais souvent je le dis, on dirait que moindrement que tu tombes enceinte, ton corps t'appartient plus. C'est comme il appartient à tout le monde. Ouais. Tout le monde se permet comme de te commenter le ventre, tu sais, tu deviens comme un objet public un peu. Puis là, le bébé, tu vas voir, là, le bébé apparaît et on oublie la mère. Oui. Là, C'est tout le ça. monde, Après 9 mois de focus là, sur tous la les mère. regards sont vers le bébé, Ouais. tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'on fait Bougeotte, on est comme on veut se prendre soin de la maman. Ben, c'est ça, Mm. exactement. Ça a grossi vite, j'ai l'impression, entre le début de l'entreprise puis aujourd'hui. Ça a été comment cette progression-là? C'est drôle de dire ça parce que moi, quand je parle à ma coach entrepreneuriale, je suis comme, il me semble que c'est pas vite. C'est venu avec les besoins. Tu sais, j'ai parti ma première entreprise, all in, let's go, puis on était rendu en 2015 où, tu sais, on se pilait sur les pieds, là. Il y avait 400 inscriptions par session, tu sais, c'était... Et là, ben, j'ai vu l'opportunité de n'ouvrir un autre. Puis là, après ça, j'ai vu une opportunité de n'ouvrir un autre. Ça, avec du recul, j'aurais pu attendre un an. Parce qu'à 2016, ouvrir le Bourgneuf. 2017, ouvrir Saint-Nic en janvier, accoucher au mois de mai, déménager le Bourgneuf en juillet. Ça a été vraiment quelque chose. Puis en 2018, j'étais claquée et Marcellin à Montréal m'a dit moi, je suis kin, moi, je veux un Bougeotte à Montréal. Puis j'ai comme fait OK, wow, là. Je pense même que j'étais enceinte, c'était peut-être avant. Fait que là, tu sais, moi, j'avais jamais pensé ouvrir des franchises. Mais je me disais, hey, là, moi, là, du corpo, là, c'est assez, là. Je viens d'en ouvrir 2 back-to-back. Donc, je me suis entourée, je me suis questionnée, j'allais voir des comptables, j'étais allée voir des personnes qui avaient des franchiseurs et tout ça, puis on m'a vraiment recommandé d'aller en franchise. Puis ce que j'avais peur, c'était vraiment au niveau de l'expertise, il fallait que le service client puis l'expertise perdure, puis on a réussi avec la plateforme en ligne, puis tout ça. Donc, ça a commencé première franchise, puis c'était quand je donnais des formations. En fait, je l'ai rencontré quand j'ai donné une formation et j'ai ouvert ensuite à Sherbrooke. Puis c'était la même chose, c'était 2 kins en fait à qui j'avais donné des formations. Puis c'est ça. Puis là, une autre à Pont-Rouge pendant la fin de pandémie aussi. Mais c'est ça, tu sais, je sais pas, l'entrepreneuriat, c'est des opportunités. Tu sais, c'est d'être ouvert à ce qui arrive. Puis je suis pas une... C'est comme les courses, tu sais, moi, je suis pas du genre à me dire je veux faire tel temps. Tu sais, je suis comme, ben... Donc, c'est un peu ça. Tu me dis combien tu veux de franchise? On verra. Là, tu sais... Quand tu mets pas un objectif avec un deadline, il faut que ça soit fait. Non, je suis beaucoup dans les opportunités, être ouverte, puis voir qu'est-ce qui se présente, puis ça se peut qu'à un moment donné, on tourne à droite, puis que ça soit d'autres choses. Donc, on dirait que c'est venu... pour vrai, ça a été comme un flow. Y avait-tu... la première fois qu'on t'a approché pour ouvrir une franchise, quand tu as pris la décision de le faire, y avait-tu une crainte de perte de contrôle? Puis je parle pas d'un contrôle négatif, mais je veux dire, c'est ton bébé, ça aussi, c'est ton entreprise que tu as fondée, que tu as développée avec d'autres gens, de dire, c'est pas moi qui ouvre la prochaine bannière, c'est quelqu'un qui va le prendre. T'avais-tu cette crainte-là? Pas tant, parce que là, à un moment donné, le projet, il est plus grand que moi. Puis cette personne-là était tellement motivée, comme moi, à mes débuts, quand j'étais pas fatiguée. Elle était tellement motivée. Fait que l'important, c'était juste qu'elle ait la bonne information, mais je le savais qu'elle porte très bien. Tu sais, je pense que l'important, moi, tu sais, on a des valeurs d'entreprise. Tu sais, j'ai un manifeste. Tu sais, c'est vraiment... si je le sens, puis tu sais, je suis quand même dans l'intuition beaucoup. Donc, si je le sens que la personne, c'est la bonne personne, elle croit aux valeurs, elle croit à la vision, à la mission, elle embarque, ben... Tu sais, on y va. Je t'avouerais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus structurée maintenant dans mon recrutement de franchisé. Là, il y a comme toute une préqualification, des tests psychométriques puis tout ça. Ben oui, c'est normal. Mais quand même, l'intuition, c'est quand même le plus important. Fait que j'avais pas peur. Non, je te dirais que c'était vraiment plus... Mes standards sont très élevés. Puis ça, je voulais que ça soit respecté. Ben oui. Mais une fois que je savais que ça allait être respecté, pas avoir le contrôle, ça... au contraire, là, j'étais comme... Ah, c'est le fun, tu sais, que le projet, justement, il est plus limité à moi. Ben, c'est ça. Est-ce que, tu sais, toi, tu pars d'un background terrain ou avec les gens d'intervention, je veux dire, t'es kinésiologue. Est-ce que le fait de devenir entrepreneur, tu perds un peu de ça? Parce que t'es la PDG de l'entreprise, t'as des décisions à prendre, tu peux pas être 40 heures semaine dans une salle avec des clientes. Est-ce que
est-ce que tu as vécu cette transition-là? Puis comment tu prends ça? Je te dirais que c'est la partie la plus déchirante, je pense, parce que je suis vraiment passionnée par la kin puis le corps de la mère. Fait que, tu sais, moi, j'aime vraiment ça, lire des études, là, mettons. Et j'adore l'interaction avec la maman, puis j'aime tellement ça, tu sais, l'informer sur son propre corps, puis sentir qu'elle gagne la confiance en elle, puis en même temps, j'adore créer. Tu sais, j'adore développer, puis avoir des idées, puis faire des collaborations, là, écrire des blogs, puis ça, j'adore vraiment ça. Quand je suis tombée enceinte, puis en postnatal, ça m'obligeait de tomber un petit peu plus là-dedans, parce que, tu sais, je me donnais 3 mois pour pas donner de cours, là, mettons. Donc là, je prenais du recul et là, je pense que pour mon entreprise, je suis plus utile à faire du développement que être dans les salles de cours. Okay. Fait que là, mon rôle dans l'entreprise, c'est vraiment de penser à où on va être l'année prochaine, c'est quoi la prochaine étape. Il y a du monde qui compte sur moi, là, mes franchisés, tu sais, ils veulent être sûrs que les formations soient à jour puis que la marque continue de rayonner. Fait que si moi, je m'enferme dans une salle de cours avec mes 10 mamans que j'adore, là, que, tu sais, vraiment, à chaque fin de session, je suis comme triste, tu sais. Ben, c'est pas juste pour eux autres qui attendent un petit peu après moi que je développe puis que je fasse rayonner. Puis, tu sais, PDG, c'est drôle parce que, tu sais, je suis vraiment plus une fondatrice, tu sais, qu'une gestionnaire, là, mettons, tu sais, qu'une présidente. Tu sais, c'est ça. Moi, je pense à la prochaine étape, mais ça a été déchirant. Puis, je suis formatrice. Ben, c'est ça. Fait que là, il faut que je me garde dans le bain aussi. Ouais, c'est ça. C'est un beau... tu jongles avec plusieurs balles. C'est pas réglé dans ma tête. Ça ressemble à quoi ton quotidien? Je suis tellement chanceuse parce que là, j'ai vraiment une belle équipe. Tu sais, ça, je suis vraiment chanceuse. Fait que je suis pas obligée d'être sur le plancher. Tu sais, j'ai vraiment là une équipe de kin qui sont passionnés, ils sont super compétentes et tout ça. Fait que ça, au moins, je peux faire confiance. Donc, je suis pas tout le temps, dans le fond, sur le plancher, dans les bougeottes. Je passe souvent mes journées avec de la course le matin, mais là, l'hiver, je flush ma partner un peu des fois parce que j'ai besoin de dormir. Fait que là, le 6 heures du matin, des fois, je vais plus sur l'heure du dîner avoir un peu de soleil, mais tu sais, je cours quand même souvent le matin. Puis là, ben tu sais, ça peut être plein de choses, là. Des fois, j'ai des meetings, des fois, il faut que je fasse de la rédaction, soit de blog, les médias sociaux. C'est ça, des meetings avec mes respos ou j'ai une nouvelle gestionnaire avec moi. J'ai un coach en développement de franchise, meeting avec le coach, j'ai un groupe d'affaires. Je te dirais que ça, c'est à mon image, là, ça se ressemble jamais. Je suis pas une personne routinière. Puis t'aimes ça? C'est ça que j'aime. Je serais vraiment malheureuse, je pense, être toujours... Puis tu sais, j'ai le luxe de pouvoir travailler à mon bureau, puis des fois, je travaille chez moi, puis des fois, je m'en vais dans un café avec des écouteurs, comme quand c'est le temps de faire de la rédaction, puis j'aime vraiment ça. Puis des fois, je fais de la comptabilité, ça, j'aime moins ça. Faut en faire. Est-ce que tu te gardes des fois? J'ai le droit de faire de la rédaction, mais juste si j'ai fini ma comptabilité. J'ai le goût qu'on revienne à la course parce qu'on en a parlé tantôt tes dernières années aussi, tu sais, de progresser, augmenter les distances. Arikana 65, tu l'as fait quelques fois. Je voyais qu'Arikana, t'es une bonne abonnée de cette course-là. Tu y es allée souvent. Cette année, tu étais aussi au Trans-Charlevoix. Ça s'est passé comment, ton Trans-Charlevoix? Moi, là... Course à étapes, c'est-tu la première fois que tu faisais ça? Ben oui. Tu sais, puis comme je disais, moi, là, je revenais à mes 15 ans, là. Là, il faut comprendre, il faut se mettre en situation. Nous, on est comme des amis des coureuses. J'avais mes amies coureuses de Québec, mais j'avais ma gang de cross-country, là, que je parlais tantôt, qu'on a tous nos 3 enfants, là, mettons. Puis on s'est dit, on s'en va-tu courir 3 jours, avoir la paix dans le bois? Nous, c'était comme un camp de vacances, là. Fait que là, tout le monde embarque et on était là à Marilyn, Joanie, là, on était là, il faut qu'on aille notre place. Donc, on était vraiment intense. On s'est inscrit genre le lendemain. Puis là, moi, j'allais choquer. Puis en tout cas, fait que là, on s'est inscrit. Puis c'est ça. Moi, j'adore ça, là. Je pourrais vivre dans une tente. Fait que j'étais tellement comblée, là. J'ai tellement aimé. Puis les bénévoles étaient comme merveilleux. Joanie qui a tellement fait un effort aussi, tu sais, pour la cause au niveau de tout qu'est-ce qui était d'inclure tout ce qui était les Autochtones. Tu sais, c'était beau, c'était vraiment réfléchi. Il y avait vraiment du cœur dans l'événement. Donc, pour moi, c'était vraiment du bonbon. Tu sais, passer la journée à courir dans le bois. Puis, pour vrai, je m'en allais là avec aucune attente à part aller courir dans le bois. Puis, quand la première journée, finalement, j'ai comme fait un podium. J'étais quand même surprise parce que je m'attendais pas à ça. Puis,
Ben c'est ça. En fait, là, les personnes qui se demandent s'ils devraient le faire ou non, là, c'est vraiment une expérience à faire. On fait la course. Il y avait Anne Champagne qui nous faisait des massages. On était nourris. Les premiers arrivés avaient le droit à la meilleure chaise de camping. On s'assoyait sur la chaise, puis on chillait pendant comme le reste de la journée, puis on était nourris. On allait se coucher, mais pas obligé de se laver. Non, exact. Il y a personne qui se lave là, j'espère. Puis on repartait le lendemain matin. On faisait un petit peu de lac, là, mais on repartait le lendemain matin, puis on était vraiment dans notre bulle. Puis ce qui était vraiment le fun, c'est, tu sais, tout le monde s'accueillait, là. Fait que, tu sais, t'arrivais, puis t'avais une vraie crowd, là, qui t'applaudissait, puis good job, puis comment t'as trouvé ça, puis c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Il y a l'air d'avoir quelque chose de spécial qui s'est passé dans cet événement-là. Puis là, ben, je sais que les inscriptions sont ouvertes pour la nouvelle édition. Puis c'est drôle parce que j'ai entendu des gens, tu sais, tout le monde regardait ça de loin, ceux qui n'étaient pas là, puis ils ont fait « OK, ça a l'air complètement malade ». J'ai entendu des gens, par contre, c'est cher, mais je pense que les gens ne réalisent pas le niveau de course à étapes que c'est. Dans le sens où il y a une différence, puis je ne veux pas dénigrer ce que je vais dire comme comparaison, c'est juste que c'est deux styles de course différents. Il y a une différence entre une course sur plusieurs jours, dans le cadre d'un événement, par exemple le Gaspésia, le Transpercé. On est dans une course, oui, c'est par étapes, mais on part du même point de départ et environ, puis on fait des courses qui sont dans le cadre d'une course. On revient à notre hôtel, notre camping, notre Airbnb. T'es pas logé, nourri. Tu sais, puis c'est deux efforts qui peuvent se comparer, mais c'est deux trips qui sont complètement différents, qui sont aussi trippants les uns que les autres, mais pour différentes raisons. Mais il faut pas comparer avec ce qu'on connaît au Québec. C'est ça, comparer des pommes et des oranges. Ouais. Transvallée, Transpercé, c'est des super courses. C'est pas la même chose. C'est un style qui est différent. Mm. Là, on parle de quelque chose qui est linéaire, avec un village qui se déplace. Ouais. Puis c'est tout inclus. Ouais. C'est tout. Parle-en un peu, parce que j'ai l'impression que c'est de quoi qu'il faut démystifier, parce qu'il y a une différence entre les deux. Ben, ils nous montaient les gros tipis. Il y avait vraiment, là... Il se donnait le camion, justement, pour enregistrer les podcasts qui étaient là. On était logés, on était nourris. Ils transportaient notre stock, d'une place à l'autre, finalement. On arrivait, notre tente était montée. C'est vraiment, en fait, je pense qu'il faut voir ça comme les gens qui se payent une retraite de yoga, là, mettons. Ben là, tu sais, c'est vraiment une expérience que tu t'en vas vivre. Tu sais, là, moi, j'ai décidé de ne pas le refaire parce que j'aime ça varier et tout ça. Mais c'est vraiment... écoute, au Beluga, après ça, je croise une fille qui était là, justement, au Trans Charlevoix. Puis j'ai dit, tu sais, c'est beau, là. On arrive, c'est magnifique. On s'entend, c'est magnifique. Mais je suis comme... On dirait que j'ai un petit deuil parce qu'il n'y a pas comme une crowd qui est là à serrer dans les bras. Puis ta course, comment ça a été? Honnêtement, là, le Trans Charlevoix, moi, toutes mes amies ont pleuré une après l'autre. Là. Tu sais, tout le monde a vécu du dépassement, tu sais, mais tout le monde se tenait. On a vraiment créé une petite communauté. Puis, tu sais, on dit souvent dans la douleur qu'on crée des amitiés aussi, là. C'est pas ça l'expression. En tout cas, ça a tout à fait du sens quand on parle du trail. En anglais, c'est vraiment mieux. Mais de se dépasser et d'être avec des gens, ça crée vraiment des liens qui sont forts. Puis moi, je sais pas si je vais être capable de regarder les médias sociaux cette année. À distance, ça va faire mal dans l'intérieur. Je pense que oui. Je pense que c'est un investissement. C'est une expérience de vie. Fait que je pense pas qu'il faut le voir comme ça vaut tout ça, c'est à l'affaire puis tout ça. Je pense que ça vaut l'expérience de vie. Je pense pas que les gens ont des mauvaises intentions quand c'est cher, ça. Non, je pense que c'est plus qu'il faut l'expliquer, il faut expliquer la nuance entre ce type de course par étape-là versus d'autres types qui existent qui sont tout aussi valables, tout aussi tripantes. Mais puis on était plus dans la performance, là. Tu sais, c'était pas tant ça, c'était le défi. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui était là, qui avait jamais couru là, plus que 30 km. Puis là, c'était du dépassement de soi. Là, c'était tellement beau. Honnêtement, tu pouvais t'installer comme à l'arrivée dans ta chaise de camping puis passer la journée à pleurer. Moi, c'est ça. Tu sais, voir les gens qui étaient fiers puis les amitiés qui se créent parce que là, finalement, tu cours avec quelqu'un pendant un bout de temps puis les difficultés, puis là, la chaleur. Mais tu as toujours quelqu'un avec qui jaser puis là, tu repars le lendemain matin. Ah non! C'est vraiment une belle expérience. Comment t'as trouvé ça de faire une première course, aller se coucher, se relever le lendemain un peu cassé de la veille, recourir? Tu sais, cette succession-là. Surprenamment, vraiment, merci Anne Champagne. Ces massages-là, ça a fait une méchante différence. Les jambes dans le lac, les massages de Anne, bien manger, mais surprenamment, tu repars à courir, là, puis tu le sens plus. Puis c'était bien parce que la dernière journée, c'était du dénivelé quand même négatif. Ouais. Heureusement que c'était pas la première journée, mettons.
sais, du l'excentrique, là, on aurait été raqué, on l'aurait senti. Surtout que c'est à la fin, là, particulièrement ce sentier-là, quand t'arrives, les petits switchbacks de la fin, là, c'est parfait pour se casser les jambes parce que c'est roulant. Exact. Ça descend, tu déroules, c'est la fin de ta course, mais le lendemain, ça se ressent dans les quads. Puis la deuxième journée était la plus belle, c'était merveilleux. Les points de vue, on a fait les Morios. C'était écœurant. Fait que, tu sais, c'était bien fait, les distances, puis l'effort était comme différent, là. On reste dans le bois, là, mais avec du dénivelé. Mais je te dirais que la majorité, j'ai même dans mes amis, il y a personne qui disait « Oh mon Dieu, je sais pas comment je vais faire, je suis cassée. » Puis, tu le sais, là, à un moment donné, quand tu pars pour un 39 km, t'es pas all out, là. Non. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais bien entendu, nous, on s'était fait, tu sais, un petit week-end choc. Tu sais, on s'était entraîné quand même, là. Oui. Fait que, mais nous, ça a bien été. Il y a personne dans mes amis qui a fait comme crime, je suis cassée à ma tête, je sais pas comment je vais faire pour courir. Tu sais, un peu raqué, mais une fois que t'es parti, ça allait bien. Je pense qu'il y a un côté très compétitif dans cet événement-là. Je pense que ça semble être au cœur des valeurs. Oui, il y a des podiums, puis on se souligne, mais ce n'est pas que ça. J'ai l'impression que même dans la façon de communiquer en externe, pour les gens qui n'étaient pas là, on n'était pas « voici le top 3, puis on vous donne plus de nouvelles ». C'était très « voici ce qui se passe en ce moment », puis la compétition fait partie de la chose pour quelques personnes. Ben, c'est ça mais que les gens dire. sont là pour vivre une expérience, puis... T'es pas obligé d'être compétitif. Exactement. T'sais, moi, je suis compétitive. Moi, j'aime ça. Tu sais, moi, je pars une course, j'ai le couteau dans les dents. Tu sais, c'est comme c'est tout. Je suis une peste. Il y a une switch qui ouvre, là. C'est ça. Fait que moi, j'étais vraiment contente. J'avais de mes amis qui... J'ai une amie qui avait une blessure au genou. Fallait qu'elle fasse du marche-course. Elle a fait du marche-course pendant tout le long. Fait qu'elle, là, son défi, c'était d'être capable de tout faire. Ah oui. Tu sais, le Trans-Charlevoix en faisant du marche-course. Fait que tout le monde arrivait avec ce qu'il voulait faire, finalement. Tu sais, si toi, tu voulais pousser, compétitionner, puis si toi, tu voulais... c'est un défi en soi à le faire, c'était bien correct, là. Fait qu'on sentait pas du tout, là... tu sais, moi, je suis compétitive, j'étais vraiment contente, là, de gagner. Challenger un peu entre nous, là. Ouais. T'as gagné le total. T'as gagné 2 épreuves, je pense. Ouais, c'était vraiment drôle parce que, dans le fond, la première course, Cindy, j'ai jamais couru avec elle, là. Fait que la première journée, moi, je savais pas, tu sais, j'étais arrivée, j'étais le 2e départ. Fait que j'arrive, finalement, je suis première. Fait que je suis bien contente. La 2e journée, un départ, elle le manque. Fait que moi, j'arrive première, je suis bien contente, je suis première. Mais non, ils ont quand même fait son départ, mais décalé. Elle avait pas eu l'information qu'il y avait un seul départ. Fait que là, finalement, elle me bat, tu sais. Fait que là, la 3e journée, à 7 secondes d'avance sur moi, là. Puis là, c'est un time trial. Il restait une journée, puis là, je me dis, je sais qu'elle va partir à 8h30. Fait que moi, je pars à 7h30. Je voulais pas compétitionner avec elle, là, tu sais. Puis c'est ça, je suis compétitive, j'aime ça. Et j'ai tout donné, là. J'ai tout donné, là. Puis là, à la fin, là, je sais pas comment j'ai fait. Ben, c'est ça, être compétitif, là, je pense. Hein. Fait que finalement, j'ai gagné, mais tu sais, c'est des circonstanciels, là. Oui, c'est ça. C'est le fun. Tu sais, quand tu penses jamais gagner, c'est pas dans mes habitudes. Moi, je fais d'habitude 6e. Ben, c'est ça. Je suis allé, tu sais, je suis allé voir qu'est-ce que tu avais fait comme course, puis je fais 6e. Ça semble être comme mon chiffre, ton chiffre de prédilection. Là, cette année, ça a été ton chiffre de prédilection. Ouais. Parce que Beluga Trail, 2 semaines après le Trans-Charlevoix. 3 semaines peut-être. Je sais même plus. Très près, quand même. Ouais. Puis ça, j'ai senti une fatigue. Ouais. T'étais sur le 45. Déjà, c'est pas banal. C'est une longue distance, puis challengeant, ce 45-là. Oui. Les premiers kilos, je me suis tellement plantée. J'ai déchiré mes souliers, puis c'était la fatigue. Tu sais, je sentais que mentalement, là, j'étais moins réactive aux racines. Fait que, tu sais, là, j'ai appris de ça. Tu sais, de décaler un petit peu plus mes courses. Mais quelle belle course! Puis honnêtement, c'est ça. Moi, je suis quand même... je peux... brailler facilement. OK. Puis quand t'arrives, tu sors des escaliers du sentier, puis t'arrives face à la baie, à Tadoussac, puis t'as comme tout le monde du village sur le bord qui t'encourage. Et moi, j'étais là. Non, tu sais, tu penses que tu gagnes un Grammy. Oui, là, c'est quand dans ta vie que t'as la chance d'être applaudi de même? Fait que là, moi, j'ai comme les niaiseuses, j'ai comme les larmes qui montent, là, tu sais. Puis là, j'ai crampé. Ouais. J'ai crampé. Mais j'ai... magnifique course. Tu sais, vraiment, là, le Beluga Trail, c'était la première fois que je le faisais, puis c'est ça. Tu sais, tu fais ton cool-down, après ça, tu bois ta bière, ça habite Tadoussac, là, c'est le paradis. Il y a pire endroit pour finir une course. Ouais. Hein.
C'est quoi, ben là, tu disais le 80 de Bromont l'an prochain. C'est quoi ta saison qui s'en vient? C'est quoi tes objectifs, si t'en as, pour la course? Ben, tu sais, je me lance des défis. Fait que ça va être la première fois que je vais faire le QMT 50. Oh. J'ai fait souvent le 25. Tu sais, je la fais en entraînement. Je l'adore. Tu sais, je trouve que c'est une belle... Mais... Puis je voulais pas faire le 50 parce que la moustache est beau. J'étais comme, c'est pas de la course. Et là, je me suis dit, pour faire le Bromont, pour faire le 80, je vais me faire une... C'est bon. Et je vais faire le 42 Arcana parce que ma même gang de Trans-Charlevoix, la même gang de mères, puis tout ça, ben on loue comme un presbytère, disons, à Saint-Aimé-des-Lacs. Puis on est comme 13 enfants, puis là, tout le monde est là, puis tout le monde fait des courses pendant la fin de semaine. C'est vraiment un bel événement. Donc, avec 2 amis, je fais le 42. Celui du samedi ou du dimanche? Je fais lui du samedi. OK. Parce qu'on veut pouvoir tout le monde courir le samedi et prendre une bière le samedi soir. C'est un bon choix. C'est l'argument, en fait. C'est comme chien, là, quand toi, tu peux pas prendre ta bière. Ben non, c'est ça. Puis ensuite, je vais faire le 80 du Bromont Ultra. OK. On explore une nouvelle distance. Oui, puis c'est toutes des nouvelles courses, là, dans le fond, des nouvelles distances. T'aimes ça varier aussi les événements, mais aussi les distances dans les événements pour faire les mêmes affaires? Oui, puis 42, je l'ai déjà fait. Oui, OK. 42, j'avais déjà fait. Ça fait un petit bout. Je me rappelle plus, 3 ans, je pense, avant mes 2,65, j'avais fait à 42. Puis, c'est ça. Puis Bromont, je l'ai jamais fait. Une belle façon d'aller dans le 80. C'est une belle distance. Moi, j'ai l'impression que, je peux pas dire la distance parfaite. Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'elle est fun comme distance parce que c'est extrême comme distance. Un 80, c'est immense. Mais ça se fait dans une journée. Ouais. Tu sais, il y a la petite différence des fois que j'en parle avec des amis, puis là, tu sais, moi, je suis dans les 100 km, 100 000. En ce moment, c'est ça que j'aime, puis je me vois zéro aller plus loin que ça. Zéro. Déjà, c'est comme... J'entends des gens parler de 200 000, puis pour l'instant, là, je vais pas dire à jamais, mais parce qu'on dirait qu'aussi le 100 000, c'est, oui, tu dors pas, oui, ça peut être long, mais il n'y a pas plusieurs dodos à gérer, à moins que tu fasses la diagonale ou l'UTMB. Mais je trouve que le 80 est un magnifique format, principalement parce que c'est un effort qui se compare en termes de... Tu sais, sur 80 km, c'est long. Là. Tu vas creux dans ta tête, dans ton corps, dans tes réserves. Ouais. Tu peux avoir une très mauvaise journée comme tu peux avoir une très bonne journée. Dans tous les cas, ça va faire mal. Mm-hmm. On joue là-dedans, on en parle. Tu le disais, on aime ça faire des ultras, on aime ça quand ça fait mal. Il y a ça dans un 80, inévitablement. Mais c'est dans une journée. T'as pas l'aspect nuit. Tu te lèves dans une journée, à une heure qui est pas si pire, puis tu te couches à une heure qui est pas si pire normalement. Mm-hmm. Mais c'est ça, tu vois, tu sais, j'aspire au 125 l'UTHC, puis c'est comme si on dirait que là, je commence à me distancer de ne pas faire mes nuits avec mes enfants. Donc, pourquoi ne pas faire ses nuits en courant? Il y a comme une période, je me suis dit, vous êtes débiles, là, je veux dire. Moi, je dors pas la nuit, là. Je vais pas comme aller courir la nuit, tu sais. Mais là, j'oublie que j'ai pas dormi la nuit pendant certaines années. Fait que là, je me dis, peut-être le 125. Fait que, tu sais, on verra l'année prochaine ou si je me dis un autre 80 puis tout ça. Mais tranquillement, j'aspire. Mais pour moi, c'est ça. C'est une autre catégorie là, quand tu commences à courir la nuit. Ouais. J'ai l'impression. Ben, ça dépend. Moi, j'aime courir la nuit. Je trouve que ça passe plus vite. Tu sais, parce que t'as juste ça à penser où tu mets ton pied puis où ta flashlight pointe au sol. T'as moins de choses à regarder. Je sais pas. C'est différent. Tu sais, j'aime ça, je le fais souvent aussi, tu sais, partir puis faire des défis de nuit. Là, l'autre fois, faire votre défi de nuit. C'est ça, tu sais, mais c'est un trip, c'est différent. Mais là, tu vas avoir un enfant, tu vas voir ça différemment maintenant. Ça se peut que j'aille pas le goût, mais regarde, cette année, mes courses que je me suis mis à l'horaire, sachant que j'aurais un enfant, ben là, dans 3 à 6 semaines, là, je le dis. J'avais pas encore dit quand exactement, là, en ce moment, entre 2 et 5 semaines, je sais pas. Ben, je me suis fait une saison qui avait plus d'allure de ce côté-là. De un, parce que je veux attendre de voir comment ça se passe. La priorité pour 2023, c'est l'arrivée de bébé. Mais oui. Après ça, la course, où ça va se placer là-dedans, à voir, mais je me suis pas mis des défis qui me sortent complètement de ma zone de confort et qui me font peur. T'sais, j'ai pas mis de défis cette année où je me suis inscrit et j'ai eu peur. Ouais. Mais en même temps, je voulais pas faire ça. Je veux dire, je vais avoir autre chose à penser. Je me suis mis des défis qui sont ambitieux, sachant ou sachant pas qu'est-ce qui m'attend avec la vie de parent. Puis t'es capable de faire, même si, mettons, ton entraînement, il est pas parfait, je pense, exact. Je en reparlerai à l'automne, on verra si ça s'est passé de même, mais tu sais, c'est ça la beauté de notre sport. Moi, je pense que tu vas vraiment en profiter. Parce que, tu sais, à un moment donné aussi, ces moments-là, puis moi, je pense que ça a été beaucoup ça à travers la maternité aussi. Je suis tellement contente d'être là. Tu sais, c'est pas une affaire de résultats, c'est pas une affaire, je me suis dit assez entraînée, je suis comme,
hey, je vais le prendre ce moment-là pour moi. Tu sais, il est comme précieux, c'est une fenêtre d'opportunité. Je suis chanceuse que pas je suis chanceuse que mon chum me laisse parce que ça lui fait plaisir, mais tu sais, dans le sens que je le prends quand même, je vais en profiter. Tu sais, fait que je pense que tu vas peut-être vivre ça aussi, de dire, hey, yes, tu sais, j'en profite. Puis tu vas avoir développé de la résistance au stress aussi. Ben voilà, exactement. Puis tu sais, je l'ai faite ma course A de l'année, là, je reviens de ça, puis genre, je souffre encore, puis je suis pas encore remis. Fait que je te confirme que quand je regarde la semaine à venir, je suis très positif. C'est pas des petits défis, tu sais, je veux pas dire que 80 c'est pas beaucoup, mais dans là où j'étais rendu, ça va être juste une belle journée dans le bois sans aucun objectif, puis ça prendra le temps que ça prend. Puis je pense que c'est une distance de 80 pour le comité, là où je suis rendu, qui va me permettre d'avoir le sourire d'en face du début à la fin. Profiter. Même si j'arrive fatigué, pas trop de sommeil, un peu sous-entraîné, ça fera plus mal. Je vais aller dans le creux, mais ça va être... Non, c'est ça. On dirait que... Mais il n'y a pas de petite distance, puis il n'y a pas de... Même quand tu es rendu à faire du 200 000, un 5K peut te démolir complètement. Je pense que c'est ça la beauté de notre sport aussi, c'est que tu penses que tu es prêt. C'est prendre du recul un peu, puis se rendre compte qu'on est un peu dans une bulle, tu sais, parce que c'est ça quand tu demandes, tu sais, à tes amis ou ta famille, quand tu dis qu'est-ce que tu fais comme distance, eux, ils trouvent ça vraiment grand. Puis là, dans ta tête, toi, tu dis, oui, mais mon ami, lui, il a fait 125. Il y a toujours quelqu'un qui fait plus. Puis rendu là, tu sais, je pense que la distance n'est même pas importante parce qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à faire du très, très long. Puis de se dire de faire un 20 kilos, un 10 kilos à côté, ça leur fait bien plus mal à l'âme juste d'y penser. Fait que tu sais, chacun trouve son compte là-dedans, puis c'est ça. C'est pas ça qui est beau de notre sport aussi. Puis moi, j'essaie de le dire le plus souvent possible qu'on s'en fout des distances, arrêter de penser comme des étapes. Des fois, naturellement, dans des conversations, on va le dire comme ça, je pense que je suis rendu à cette étape-là. Oui, dans toi, tes étapes à toi, puis toi, tu veux que la prochaine, ce soit ça, mais si ta prochaine étape, c'est juste d'avoir du fun dans la distance que tu viens de découvrir, puis c'est assez pour toi de faire des 10 kilos trail, all in, let's go. Là. Puis, tu sais, c'est pas coulé dans le temps. Tu sais, mettons, moi, quand j'ai fait le 65, à la fin, j'ai une vidéo, puis je suis comme, je regarde mes amis, tu sais, en disant, pourquoi, tu sais, je fais ça? Puis c'est pour ça que j'avais fait le Beluga Trail, puis c'est pour ça que j'avais fait la tranche à la voie, c'est que je m'étais dit cette année, je fais pas plus de des 40. Bon, finalement, c'est 103, mais tu sais, disais en 3 jours, je m'étais dit, je réussis pas à m'entraîner suffisamment pour pouvoir, comme, avoir du plaisir quand j'ai le couteau dans les dents sur un 65. Fait que j'ai rediminué, tu sais, c'est temporaire, puis je vais réaugmenter l'année prochaine parce que comme, OK, là, je pense que dans ma vie, je suis capable, fait que c'est, tu sais, moi, je me dis, tant qu'on a du fun, qu'on se blesse pas, parce que quand ça devient lourd psychologiquement, là, c'est plate, tu sais, on veut que ça, tu sais, moi, je veux faire de la trail pour toujours, là. Exact. Il faut choisir les distances qui nous amènent du plaisir. Exact. Si t'aimes ça, être à un rythme plus lent, trottiner, marcher, courir parce qu'il y a du dénivelé, prendre ça relax longtemps, ben peut-être que t'es faite pour un peu plus de distance puis d'essayer des plus longues. Mais si t'aimes ça, être à fond la caisse, peut-être que t'es mieux de faire la clinique du coureur 10 puis pas essayer le 50 parce que le 50 dans le Maelstrom, t'avanceras pas. Puis si t'es là pour courir vite, ça se peut que t'aies pas de fun. Mais chacun trouve son compte là-dedans. Exact. Tu le sais, Sarah, moi je termine tout le temps avec les questions éclair NAC. Là, je sais. T'es prête? Je vais sortir mon chrono. 10 questions. Je rappelle que le record depuis un peu avant les fêtes, c'est Emmanuel Salambo de Guaran en 11 secondes. Ici même, dans ce wannabe studio / sous-sol. Yvan Lheureux a encore le record. Ça fait plus d'1 an chez les hommes, 10 secondes. Dans les escaliers du Cap-Blanc. Je pense que c'est l'accomplissement de la... C'est même pas tant la vitesse que le fait qu'on est en train de monter le Cap-Blanc. Bref, je sors le chrono. Je me racle la gorge parce que je me le fais dire. Moi, quand j'y pose lentement, on m'écrit. Je vous aime, les auditeurs. Vous me faites rire quand vous me rappelez que je pose pas les questions assez vite. C'est ça, c'est toi qui as une pression. Oui, là. C'est ça. Ben là, parce qu'au début, les records de vitesse, c'était 28 secondes. C'est comme, Marianne Hogan a fait 24 secondes. Puis, Sarah Bergeron, 23. Là, à 10 secondes, il faut que je performe aussi. Je t'enlève un peu de pression, on la partage. Tu me dis quand t'es prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. Café ou thé? Café. Roulant ou technique? Technique. Été ou hiver? Hiver. Question NAC, lime ou melon d'eau? Melon d'eau. Des plus ou des moins? Des plus. Racine ou boîte? Racine. Yoga ou pilates? Yoga. Sucré ou salé? Salé. QMT ou UTHC? UTHC. 11 secondes! On a une égalité en tête! Tu sais, j'ai dit que j'étais compétitive, là. J'écoute tes podcasts et je le fais en même temps. J'adore. Fait que t'étais prête, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dedans que j'ai déjà posées. Fait que t'étais prête. Quand j'ai su que je venais, là, la dernière fois que j'ai écouté, j'ai dit, je vais essayer ça. 11 secondes. Yes. La preuve à l'écran. Voilà. Je suis très fière.
Ben, félicitations. Là, tu sais ce que ça veut dire, c'est que Qu'est-ce que ça veut dire? chaque épisode, tu vas entendre ton nom. Ah ouais? Moi, je me dis tout le temps, moi, je travaille en com, fait que j'ai des outils dans la vie. Quand un journaliste à la radio dit Festival d'été de Québec, je reçois un courriel. Chaque matin, je reçois un rapport qui fait de l'écoute électronique, puis on sait où on était mentionné. J'ai fait ça dans d'autres jobs aussi. Je sais les paramètres. Je me dis, si un de mes invités qui a déjà eu le record a un Google alerte pour son nom, pas sorti de bois, pop souvent. Tu sais, comme là, si toi, tu mets un Google alerte sur ton nom, ça se peut que t'entendes souvent. Je te confirme que je faisais pas ça pour ça. C'est juste parce que je suis compétitive. Puis là, j'ai l'impression que... parce que j'ai donné mon truc, là, les prochains invités vont se pratiquer. Ben, c'est correct. Fait que là, on va peut-être descendre en bas de la barre du 10. Là. Il va falloir que toi aussi, tu te pratiques. Écoute, la barre du 10 secondes aux questions avec l'arnaque, c'est comme la barre du 2 heures au marathon. On pensait que ça se battait pas, mais peut-être que ça se bat. Faudrait être dans un environnement vraiment contrôlé. Exact. Mais écoute, Mathieu Blanchard et Kylian, eux autres, ils ont fracassé le 20 heures de l'UTMB, que personne ne pensait que ça se faisait. Bon, ça s'est fait. Ça se peut. Fait que les 10 secondes, on attend l'invité qui va réussir à faire ça. Je suis rendu avec une playlist Spotify de Pas sorti du bois qui s'appelle le Walkman de Pas sorti du bois. Puis c'est une liste de 13-14 heures de musique qui combine les choix de mes invités, les choix des auditeurs. Donc, je t'offre l'opportunité de rajouter une chanson à cette playlist-là. Est-ce qu'il y a une chanson que quand tu l'entends en courant, ça te craint? Je pense que je t'avais écrit en plus, j'avais répondu. Tu avais répondu la fois que j'avais demandé aux auditeurs, j'avais demandé dans un petit sondage, puis j'avais reçu des centaines de chansons. Tu as le droit d'une deuxième, dans le fond. Moi, je dirais... Moi, j'aime vraiment Coldplay. OK. The Scientist de Coldplay. On rajoute ça à sa playlist. OK. Excellent. Voilà. Je sais pas s'il y a tant du Coldplay à date, fait que c'est bon. OK. Moi, j'adore ça depuis longtemps. C'est le fun. Ça fait une playlist qui est éclectique, avec les choix de tout le C'est monde. quand même pas pire. 13-14 heures. Oui, c'est ça. Ça sent bien long. Mais écoute, il y a du monde qui écoute, qui font des ultras de 100 heures, là, les fous du 200 000. Fait que faut leur donner du contenu à écouter, là. Ils vont être gâtés, ouais. Hey, avant qu'on se laisse, j'ai une dernière affaire. Je le disais tantôt. Dimanche qui s'en vient, là, au moment de la diffusion de l'épisode, on va être tout près de l'enregistrement au Noctem. Le 2e au Noctem, le 3e devant le public. Et il me reste seulement 8 places. Puis je les donne aujourd'hui, maintenant, avec cet épisode-ci. Donc, 4 personnes qui vont chacun gagner 2 places. Et ça va être hyper facile comme question. Là, c'est une question de vitesse. Je sais pas quand les gens écoutent, mais je sais qu'il y en a, à l'automne dernier, qui attendaient à minuit que l'épisode sorte. Ils l'écoutaient en rafale pour essayer de pogner. Puis à 1h du matin, m'envoyer. Parce que moi, l'épisode se publie le mercredi minuit. J'ai reçu des messages, je me levais le matin, à 1h du matin, j'avais des réponses de sondage. Pas de sondage, mais de tests. Fait que la question est toute simple. Les 4 premières personnes qui vont me dire le nombre d'épisodes où l'invité, son prénom, c'est Sarah. Il y a un nombre X d'épisodes où l'invité, son prénom est Sarah. Donc, les 4 premières personnes qui vont me dire le nombre d'épisodes, remportent leur place. Puis on va se voir au Noctem ce dimanche pour un épisode. Je ne veux pas dire avec qui je vais être, mais là, à quelques jours de l'événement, je peux donner des indices. C'est 2 personnes que j'ai déjà reçues. Et c'est 2 personnes que j'ai déjà reçues plus d'une fois. Donc, les gens, faites vos recherches. Donc, ils verront ce que c'est. Fait que voilà, c'était mes plugs de fin d'épisode, la playlist, les questions éclairs, le Noctem. Mais merci beaucoup, Sarah, d'être venue jaser de trail, d'entrepreneuriat, de famille. On a couvert plusieurs des chapeaux que tu portes. Merci à toi, c'était super. Puis... c'est ça. Moi, jaser de tout ça, c'est vraiment des passions. Fait que merci. Merci à toi. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur Bougeotte et Placotine, ils vous trouvent sur les médias sociaux. Le site web, c'est bougetteetplacotine.ca. C'est assez simple. Avant qu'on se laisse, d'où vient le nom Bougeotte et Placotine? Du salon chez ma mère. Non, mais je pense que j'allaitais dans le salon de ma mère, puis on s'est dit, on veut un espace café, donc la partie sociale, puis c'est la partie pour bouger, puis on s'est dit, tu sais, tout que c'était comptine, ça faisait un peu, des fois, ça le fait dire, c'est peut-être un petit peu trop enfant, mais c'est de là, c'est la partie entraînement, puis la partie placotage dans le café, les ateliers, tout ça, fait que Bougeotte et Placotine. C'est venu comme ça. On connaît maintenant le secret derrière le nom. Voilà. Merci beaucoup, Sarah, puis je te souhaite une bonne continuité. J'ai l'impression que tu es une entreprise qui est saine, que les valeurs à la bonne place, puis tu disais tantôt, je veux changer le monde, tu le fais littéralement, tu fais changer, on démystifie les choses, toi et ton équipe, donc c'est le fun de le faire, puis si aujourd'hui il y a des gens comme moi qui ont appris des choses, tant mieux, la mission est réussie. Merci, comme d'habitude, je termine en remerciant NAC, qui est le partenaire principal, Noctem, qui est aussi le partenaire alcoolisé chez qui on s'en va dimanche, Capic 1 Expédition, qui est le partenaire de café. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical, je remercie David Hébert pour le design graphique, je remercie
Sarah, d'être venue se prêter au jeu puis jaser devant un micro, une caméra. C'est pas trop intimidant finalement? Ça a bien été. J'ai oublie oublié. Bon, ben parfait. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.